3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Bon, vous l'avez peut-être compris, en tout cas va falloir vous y habituer, quand je ferai les intros avec ce plan-là qui est proche de vous, ça voudra dire qu'on est sur des best-of, des résumés de live, en mode Crystal Ball. Et ouais, on continue, plutôt que de vous faire une seule vidéo par semaine. Le samedi, je trouve que c'est toujours intéressant de vous faire ce petit bonus le mercredi, donc j'espère que vous kiffez. En tout cas, là, lundi, sur Twitch, j'ai énormément apprécié discuter avec vous des futurs rookies qui arrivent dans la Grande Ligue. Je trouve qu'on a une cuvée très hypante, et en plus de ça, il y en a pas mal qui ont participé à la Summer League, là, donc il y en a qui ont réalisé des perfs intéressantes, d'autres un peu moins, et c'est bien là-dessus que je voulais me pencher lors du live de lundi. Et puis ceux qui connaissent bien la chaîne le savent, vu que ça fait déjà 2 ans que je fais ça, une fois qu'il y a 2 ou 3 mois de saison qui sont écoulés, j'aime bien classer les rookies par tiers pour voir où ils en sont. Et je vous le cache pas, je vais le refaire cette année. Et ce que je trouve cool, c'est que là, pour la première fois, je vais faire un point juste après la Summer League en guise d'introduction pour voir comment ils ont évolué après. Je trouve ça passionnant de voir l'écart qu'il peut y avoir justement entre les ligues d'été et la vraie NBA pour voir ceux qui arrivent à confirmer et ceux qui n'y arrivent pas du tout. Donc voilà, je vais rentrer dans les détails juste après, vous l'avez compris, l'objectif c'est de prendre les 30 futurs rookies les plus intéressants à mes yeux et de les classer en 5 tiers. Donc le concept, je crois que maintenant vous l'avez capté, on ne perd pas plus de temps. C'est parti, où en sont les futurs rookies après la Summer League? Aujourd'hui, je vous ai choisi 30 rookies. Donc vraiment que des rookies. On va parler de leur Summer League, mais je vais pas parler des meilleurs joueurs de la Summer League. Donc ce sera vraiment que les rookies, c'est eux qui m'intéressent aujourd'hui. Faut savoir que je ne vais pas non plus forcément prendre les 30 meilleurs rookies de la Summer League, même si évidemment, dans ma sélection, le niveau auquel ils ont évolué a beaucoup joué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai choisi les 30 qui pour moi étaient les plus intéressants à évoquer. Là, il faut savoir aussi que je vais pas parler de leur futur. Enfin si, bien sûr, on va parler de leur futur, on est obligé d'évoquer un peu leur futur, mais moi je vais les juger seulement sur leur Summer League, pas sur leur potentiel et pas sur ce qu'ils vont faire. On va les classer en tiers, vous avez l'habitude, je le fais régulièrement sur la chaîne, mais pas en fonction de l'avenir que j'imagine en NBA. Vraiment juste en fonction, en isolant tout simplement la Ligue d'été et le niveau qu'ils ont eu dans cette Summer League. Après, bien sûr, il faut savoir que le classement qu'on va faire aujourd'hui, ce sera pas du tout une valeur sûre sur leur carrière, parce que le fond de jeu en Summer League est pas souvent bien dingue, le jeu est pas forcément construit, il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour marquer des points, donc évidemment que ce classement-là ne sera pas un vrai indicateur pour leur futur. De toute façon, il y a pas mal d'exemples qui prouvent ça, il n'y a aucune certitude de réussir en NBA après une bonne Summer League, ça c'est sûr et certain. Par contre, je trouve que c'est quand même intéressant à étudier. Ça donne un indicateur, pas forcément pour la suite de leur carrière, c'est un indicateur à prendre avec des pincettes pour comparer un petit peu ce qu'ils auront réussi à faire avant d'arriver en NBA et le niveau qu'ils auront en NBA. Et je trouve que ce sera une espèce de point de départ pour voir dans quelques mois qui a confirmé et qui n'a pas confirmé en NBA, parce que je pense, et même c'est assez sûr, que comme chaque année, au bout de quelques mois de compétition, quand on aura assez d'informations, je referai une vidéo comme ça sur les rookies. On les classera en tiers, on verra où ils en sont, et on verra quelles évolutions ils ont faites par rapport à ce qu'ils ont eu et à ce qu'ils ont fait en Summer League. Petite chose à préciser aussi, attention, tous ceux que je vais mettre dans les tiers 4 ou les tiers 5, ça voudra pas du tout dire que je les trouve mauvais. Au contraire, en fait, si je les ai sélectionnés dans les 30, ça veut déjà dire que je les trouve très bons. Donc ne pensez pas que le tier 4 ou le tier 5, c'est vraiment des tiers poubelles. Au contraire, je vous le répète, s'ils sont là, c'est que je les trouve bons. Après, ça va peut-être surprendre au début, et je vais paraître sûrement sévère, parce que le tier 1 et tier 2, et à moindre mesure le tier 3, je les trouve déjà presque incroyables. Le tier 1, je veux vraiment le réserver à l'élite, donc il va y avoir que 2 joueurs qui vont être là, je le cache pas, il y en aura que 2, et le tier 2, ce sera vraiment l'excellence aussi. Donc tier 3, comme je l'ai écrit, c'est très bon, c'est ce qu'il y a écrit. Tier 4, c'est bon, et tier 5, c'est intéressant. Donc vraiment, ne pensez pas que ce sera des manques de respect de les mettre très bas, je réserve vraiment les tiers du haut à l'élite. Et surtout, c'est important, je le répète, mais je crois que c'est tellement important qu'il faut que je vais le répéter plusieurs fois dans la soirée, je ne juge pas l'avenir, je ne juge pas le potentiel, je juge juste le niveau atteint en Summer League. Donc soyez conscients de ça, parce que, et si je le répète, c'est que vous aussi, vous allez voter. Et quoi qu'il arrive, on comparera tout ça, et moi je trouverais ça vraiment cool d'avoir vos retours. Le premier joueur que j'évoque, donc, c'est LiAngelo Ball,
qui n'a pas été drafté, qui a fait une Summer League globale avec des moyennes de 9,6 points, 2 rebonds, il a pas trop fait de passes décisives, il a fait 1,6 interceptions, ça c'est une stat intéressante, par contre son adresse au shoot n'est pas ouf, vu qu'il était à 37,5% au shoot en général, et 34,5% à 3 points, ça c'est assez bien. Maintenant je trouve que lors de cette Summer League, il a pu montrer qu'il était un vrai joueur de basket, qui avait le niveau pour être professionnel, que ce soit en NBA ou ailleurs. C'est un bon shooter à 3 points, c'est quelqu'un qui joue dur et qui se bat en défense malgré des limites de science du jeu, je dirais, et de placement défensif. Mine de rien qu'avec son hustle, il a fait beaucoup d'interceptions parce que il avait envie, et ça s'est vu, et rien que ça m'a plu, j'ai trouvé ça bien. Et surtout, de toute façon, à Vegas, là où il a montré des choses, c'est au scoring. Il a montré que c'était un joueur, mais un peu comme tous les gars de la famille Ball, qui avait confiance en lui, qui pouvait prendre de gros shoots, qui a même mis un beau buzzer avant la mi-temps à 10 mètres pendant cette Summer League, et j'ai trouvé ça fort de pouvoir prendre ses shoots et encore plus de les rentrer. Maintenant, est-ce que ça suffit pour la NBA? Je sais pas. Ça reste quand même un shooter un peu unidimensionnel, qui score, et c'est à peu près tout. Et puis moins de 38% au tir, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas vraiment ouf. Donc c'est peut-être un peu juste et un peu tôt pour dire qu'il a une vraie place en NBA. Sa sélection de shoot est pas géniale non plus, et là-dessus il faudra qu'il fasse des progrès. Maintenant ce qu'il a montré, ça suffira peut-être pour avoir une invitation à un training camp, que ce soit celui des Hornets ou celui de quelqu'un d'autre. Aux Hornets, je trouve qu'à son poste il y a déjà beaucoup de monde, donc ce sera peut-être ailleurs. Et quoi qu'il arrive, s'il est invité à un training camp, il devra faire ses preuves. Une place en NBA lui est pas encore garantie avec ce qu'il a montré en Summer League. Pour avoir sa place en NBA, je pense qu'il devra être régulier, qu'il devra faire les bons choix, et voilà, s'il arrive à faire ça, il pourra potentiellement gratter une place, mais il n'y a encore rien qui est fait, et jusque-là, même si je trouve qu'il m'a agréablement surpris, je suis pas là pour noter les attentes. Alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup plus que j'attendais, mais jusque-là je le mets au tier 5, parce que ce qu'il a fait c'est intéressant, mais guère plus selon moi. Et résultat, vous êtes quand même plutôt d'accord avec moi, vu que parmi tous les votants, vous êtes 78% à le voir dans le tier 5. Donc a priori, on est plutôt d'accord pour ce qui est de LiAngelo Ball. On enchaîne avec Scottie Barnes, le choix numéro 4 de la dernière draft. Donc lui, pendant sa Summer League, il a tourné à 15,5 points, à 6,8 rebonds, à 3,2 passes. Il a fait une interception et 2 contres de moyenne, donc ça montre sa présence défensive. Il n'a pas perdu trop de ballons, et par contre son shoot c'est un peu plus délicat parce qu'il a shooté à 41%, dont 27% à 3 points. Maintenant, rien qu'en évoquant ses stats, et puis de toute façon si on le voit jouer on s'en rend vite compte, il a pu prouver lors de cette Summer League qu'il était un joueur très très complet. Maintenant, malgré un physique qui est super NBA ready, je trouve, il a une certaine immaturité dans son jeu, et c'est normal vu comment il est jeune. Et puis tout ce qu'il a montré dans tous les secteurs de toute façon, et notamment en défense, c'est très 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 prometteur, même s'il y aura encore beaucoup de travail à faire je pense. En tout cas, ce qui a été vu, c'est qu'il a de très bons appuis, il a une grosse envergure qu'il utilise très bien, il peut éteindre pas mal d'adversaires défensivement, il se met très bien sur les lignes de passe, il arrive à poser des gros contres, et tout ça j'aime beaucoup, et en fait ça répond assez au scouting report qui avait été fait sur lui généralement. D'ailleurs j'avais déjà évoqué beaucoup ça sur la vidéo que j'avais faite à son sujet. En plus de ça, c'est un mec qui peut porter la balle, qui est assez à l'aise avec son dribble, qui peut même un peu créer pour lui, et ça m'a bien plu. Et voilà, donc ça reste un joueur très complet qui peut faire beaucoup de choses. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il a vraiment des grosses difficultés au tir. Il va falloir qu'il travaille là-dessus. J'ai trouvé en plus pendant la Summer League qu'il a essayé des nouvelles choses dans sa mécanique. Sa mécanique pouvait changer en fonction des tirs qu'il prenait. Ne pas être régulier dans sa mécanique, c'est jamais bon signe. Donc je sais pas si c'est qu'il doute ou qu'il essaye de travailler en faisant des tests pendant que ce sont des matchs qui ne comptent pas pour grand chose. Mais en tout cas, ce que j'apprécie, c'est que malgré les difficultés qu'il a et malgré les potentiels doutes qu'il possède, il tente. Et rien que ça, c'est plutôt prometteur de savoir qu'il tente. Dédicace à Ben Simmons qui lui refuse de tenter, par exemple. Maintenant, voilà, 27% à 3 points, c'est faible, mais je ne veux pas le juger que là-dessus, parce que je le répète, ce qu'on a vu, c'est ultra prometteur, même si ça reste très 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 raw. Je pense qu'il peut devenir une vraie star s'il se développe, vu tout le potentiel qu'il a, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire que ça aura lieu à 100%, même si je suis plutôt positif. Donc, comme je disais, vu que les tier 1 sont réservés à l'élite et le tier 2, c'est le tier 2 en tout cas, c'est à l'excellence, je pense qu'il a encore trop de choses à prouver, je pense qu'il arrivera à progresser, mais jusque-là, vous verrez de toute façon en fonction des joueurs qui arrivent, je le mets au tier 3, parce que je l'ai trouvé très bon, et le tier 3 est réservé aux joueurs que je trouve très bons. Alors là, ça fait à peu près l'unanimité, vous êtes 50% à le voir au tier 3, mais a priori après c'est assez partagé, parce que vous êtes 23% à le voir au tier 4 et 27% à le voir au tier 2. Donc c'est vrai que si on fait la moyenne de tout ça, finalement le tier 3 ça me semble assez cohérent, même si ça partage plus. Là vous êtes que 50% à être totalement d'accord avec
avec moi. On enchaîne avec le joueur suivant dans la liste, toujours par ordre alphabétique, c'est BJ Boston, drafté au 2e tour par les Clippers au choix numéro 51, qui a fait une bonne Summer League, j'ai trouvé, c'est pour ça que je mets dans les 30, qui a tourné à 13 points, 3,6 rebonds, il a fait 1,2 passes décisives, et il a plutôt bien shooté, vu qu'il était à 44% au tir, dont 33,3 à 3 points. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il a été drafté très très bas, compte tenu de ce qui était attendu après son passage au lycée, à Sierra Canyon. Maintenant, il a payé très cher sa saison très moyenne à Kentucky, où en plus il a été handicapé par une blessure au doigt notamment. Et là, il y a eu beaucoup de doutes qui sont nés à son sujet, sur le fait qu'il était un peu trop individualiste, et qu'il réussirait pas en NBA. Là, je pense qu'il a réussi quand même à profiter de la Summer League pour prouver qu'il avait un vrai talent, et qu'il méritait sûrement plus que d'être drafté avec le 51e choix. Tout au long de la Summer League, j'ai trouvé qu'il était monté en puissance au fil des matchs et qu'il a été de plus en plus adroit. Comme je disais tout à l'heure, tiré à 45% au tir, dont 33% à 3 points, c'est pas élite, mais c'est quand même intéressant, surtout dans une Summer League où tout le monde a l'habitude d'arroser. Moi, je retiens surtout sa perf à 20 points contre les Grizzlies, et j'ai trouvé que BJ Boston, ou Brandon Boston Jr., si vous préférez l'appeler comme ça, il se faisait au rythme NBA, et j'ai trouvé qu'il avait une vraie capacité d'adaptation, avec, je répète, des progrès à chaque match. C'est un mec qui a montré qu'il était agressif au scoring, ce qui montrait pas trop à la fac ou de façon beaucoup trop irrégulière, et je pense que surtout à Kentucky, il était beaucoup trop utilisé en catch and shoot. Là, il a montré qu'il pouvait dribbler, qu'il pouvait avoir un bon ball handling, qu'il pouvait aussi créer pour lui, qu'il pouvait scorer. Alors bien sûr, il n'a pas fait trop de passes décisives, mais en tout cas, il s'est mis en valeur, lui, individuellement, et a montré qu'il pouvait briller autrement qu'en catch and shoot. Et c'est intéressant de voir qu'un joueur, lorsqu'il a des responsabilités et des opportunités, il sait les saisir. Moi, à mes yeux, il semble avoir le jeu NBA, il peut aller au cercle, il peut aussi balancer des pull-ups, il a une vraie qualité pour créer son shoot. Bien sûr, maintenant je veux pas trop m'enflammer, et on dirait que je ne suis que positif, et c'est pas le cas. Il a encore beaucoup de choses à prouver, mais il est meilleur que ce que je l'attendais. Donc on n'est pas là pour juger les attentes, mais je trouve qu'il a fait une bonne Summer League, et je voulais le mettre en valeur dans les 30 dont je parlais aujourd'hui. Maintenant, pour moi, c'est difficile d'aller plutôt péter plus haut que le tier 5, n'empêche que s'il continue à évoluer, s'il continue à se faire au rythme de la NBA, et si il montre qu'il peut toujours avoir cette qualité d'adaptation, je pense qu'il pourrait devenir un style de cette draft, vu qu'il a été choisi avec le choix numéro 51. Là, du coup, vous êtes 65% à être d'accord avec moi sur le tier 5, donc c'est intéressant, et vous êtes 35% à le voir au tier 4. Donc personne ne le voit au-dessus, c'est pas surprenant, mais je comprends que certains le voient au tier 4. Pour moi, c'est un peu limite ce qu'il a montré. Il a encore trop de choses à prouver pour viser plus haut que le tier 5. Vous êtes 65% à être d'accord avec moi. Mais je comprends que certains veuillent le mettre plus haut, et ça me choque pas du tout. Là, on parle d'un de mes petits chouchous, James Bouknight, qui joue aux Hornets et qui a été drafté avec le choix numéro 11. Dans sa Summer League, lui, il a tourné à 16,8 points, 2,8 rebonds, 3,8 passes. Il a fait un petit peu d'interception, 0,8 et un petit peu de contre, 0,8 aussi. Bon, il perdait pas mal de ballons, 3,5, mais c'est la Summer League, beaucoup de joueurs qui portent la balle perdent des ballons, et ses pourcentages, lui aussi, sont plutôt intéressants, vu qu'il a tiré à 45% et 37,5% à 3 points. C'est un arrière qui me plaît beaucoup, et qui, pendant la Summer League, m'a encore plus impressionné que l'image que j'avais de lui, par sa créativité. C'est un super finisseur, qui, je pense, et j'aime bien ça, peut être efficace avec la balle et sans la balle. Donc il peut créer pour lui, c'est cool, mais il peut aussi se démarquer et assurer en catch and shoot, et ça, je trouve ça encore plus cool. Et en plus de ça, et c'est là où il m'a surpris, j'ai trouvé qu'il avait une vraie vision de jeu, et ça, j'avais pas vu cet aspect de lui à la fac. Il peut lâcher la balle, et il peut jouer avec les autres. Donc ce côté individualiste que j'avais noté à la fac, je ne l'ai pas retrouvé dans la Summer League, qui est pourtant une ligue dans laquelle chacun joue un peu pour lui. Donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il tourne à quasi 4 passes, et ça c'est une excellente surprise de mon côté. Maintenant je lui reproche un peu de trop dribbler tête baissée parfois, de faire beaucoup de dribbles inutiles et de garder toujours un peu trop la balle. Et pour l'instant c'est le plus gros défaut à mon sens et le plus gros point à travailler de James Bouknight. Mais bon, faut que jeunesse se fasse, il faut qu'il s'habitue maintenant à jouer avec des joueurs qui sont potentiellement meilleurs que lui, et peut-être qui gardent un petit peu moins la balle. Donc après, dans la Summer League, je le cache pas, il a fait pareil, il a eu des débuts assez difficiles, mais pareil, lui aussi s'est fait au rythme, et il est monté en puissance, et il a complètement explosé, je trouve, contre les Spurs à la fin, où il a cumulé 23 points, 4 rebonds et 8 passes. Donc ça, c'est plutôt lourd, et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que quand il est chaud, il a ce côté inarrêtable au scoring que j'apprécie beaucoup. Et voilà, par contre,
Avant, je le considérais comme un scoreur. Maintenant, j'ai l'impression qu'il peut être plus que ça, que c'est un joueur intelligent et qu'à Charlotte, en progressant un petit peu, avec un peu plus d'expérience, il pourra compenser amplement le départ de Malik Monk. Donc après, voilà, hein, il manque encore clairement de régularité, il manque encore clairement de maturité aussi dans la prise de décision. Il doit rendre son jeu un peu plus propre, c'est sûr et certain, mais je suis assez optimiste pour la suite. En tout cas, il m'a agréablement surpris, il a plein de points à travailler, mais il a montré des belles choses. Je l'ai trouvé bon dans cette Summer League, à peu près au niveau que je l'attendais, mais pas dans les points que j'attendais. Alors pour l'instant, bah voilà, un joueur que je trouve bon, je le mets au tir fort, parce que quand même, ça me semble pas au niveau de Scottie Barnes, mais ça me semble meilleur que ceux que j'ai mis au tier 5. Alors là, pour la première fois depuis le début du live, vous n'êtes pas d'accord avec moi, James Bouknight, vous le voyez plus au tier 3 à 46%. Maintenant, vous êtes quand même 42% à le voir au tier 4, donc le désaccord n'est pas gros, et j'avoue hein, que ça aurait pu discuter entre le tier 3 et le tier 4, j'ai préféré le tier 4 si on parle en anglais, j'ai préféré le tier 4, maintenant j'admets qu'on peut le mettre au-dessus, et voilà, je garde ma décision pour là, je respecte totalement la vôtre et je la comprends tout à fait aussi, même si moi, ce côté... En fait, il a vraiment un côté scoreur, il a vraiment un côté aussi, comme je disais, hein, il a plus de playmaking que ce que j'imaginais, mais Scottie Barnes, que j'ai mis au tier 3, je le trouve bien plus complet qu'un Bouknight, et que c'est pour ça que pour moi, il y a une petite différence de niveau entre les deux. Prochain joueur, Josh Christopher des Houston Rockets, qui a été drafté avec le choix numéro 24. Lui aussi, sa Summer League était intéressante. Bon, de toute façon, tous les gens que j'ai mis dans les 30, ça veut dire que leur Summer League était intéressante, parce qu'il a tourné à 16,8 points, 4,2 rebonds, 4,2 passes, 1,4 interceptions. Bon, et malheureusement, après, voilà, il perdait quelques ballons, hein, 2,8, mais surtout, ce qui n'allait pas, c'était son shoot, vu qu'il a shooté à 38,5%, dont 18,2% à 3 points. Donc ça, c'est assez moche, malgré le fait qu'il ait coché quand même beaucoup de cases. Maintenant, si je donne ma première impression vis-à-vis de Josh Christopher, je me dis qu'il va avoir besoin de pas mal de temps de jeu, qu'il va avoir besoin de gagner pas mal d'expérience. Mais mine de rien, il a de vraies qualités des deux côtés du terrain. Comme je disais, son shoot n'était pas du tout au rendez-vous pendant la Summer League, et en plus sa sélection est vraiment à travailler. S'il mettait si peu de shoot, c'est pas juste qu'il était maladroit, c'est qu'il prenait pas forcément les bons shoots. Mais après, si on met ça de côté, il est très complet, il sait tout faire, il est à l'aise balle en main, il peut distribuer, il profite très bien de ses qualités athlétiques pour partir en transition, il communique bien aussi avec les autres, et il a ce côté un peu leader que j'ai découvert et qui m'a épaté, et il joue aussi avec beaucoup d'intensité. Il est souvent au bon endroit au bon moment, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, il est très bien placé, et il a une vraie intelligence du jeu qui me plaît, une vraie intelligence de jeu qui me plaît. Pour moi, il a tout pour devenir un super combo guard, peut-être à part le shoot, pour ça il va falloir qu'il soigne sa sélection, et il peut devenir un vrai two-way player, qui sera suffisamment polyvalent je pense, pour avoir du temps de jeu. Donc si il rentre ses tirs en plus de ça, il peut vraiment aller loin, pour l'instant il le fait pas, j'ose espérer que ça rentrera un jour, 18% à 3 points, ça peut clairement être rédhibitoire hein, pour obtenir des minutes en NBA, mais pour l'instant quand même il a un vrai potentiel, il a une vraie polyvalence, et une espèce de savoir-faire, ça se voit qu'il connaît le basket, et qu'il sait aller où il faut quand il faut, donc rien que pour ça je le mets un peu au-dessus du tier 4, du tier 5, je le mets au tier 4, justement avec James Bouknight, parce que malgré son manque de shoot, tout le reste m'a beaucoup séduit chez Josh Christopher. On est assez d'accord, vous êtes 55% à le voir au tier 4, mais là pour la première fois on a un joueur qui partage vraiment, parce que vous êtes carrément deux à être super hypé par lui, ou alors je sais pas ce qui vous prend, vous êtes deux à le voir au tier 1, donc enfin en tout cas il y a 9% de personnes qui le voient au tier 1, 9% de personnes qui le voient au tier 2, 9% de personnes qui le voient au tier 3, et 18% de personnes qui le voient au tier 5. Donc la majorité quand même, vous êtes d'accord avec moi avec le tier 4, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui partage, parce que c'est le premier qui a des votes à tous les étages. Josh Christopher, apparemment, il y en a qui le kiffent vraiment beaucoup. Joueur suivant, un joueur qui suscite depuis pas mal de mois, voire pas mal d'années, beaucoup de hype, Sharife Cooper, qui évolue aux Hawks et qui a été drafté avec le choix 48. Il a été drafté bas par rapport à ce que certains attendaient, alors qu'il a quand même un vrai talent, mais il a aussi de vraies failles, on en parlera. En tout cas, il a fait une Summer League très intéressante parce qu'il a marqué 14,8 points, bon il a pris 1,5 rebond, mais c'est pas le plus important, mais surtout il a fait 7,2 passes par match et a terminé meilleur passeur de la Summer League. Après voilà, il a perdu beaucoup de ballons, il me semble que c'est aussi lui qui perd le plus de ballons dans la Summer League avec 5, mais il a eu des pourcentages très intéressants au tir aussi, avec 46,3% au tir, dont 33,3% à 3 points, alors qu'au départ c'était
un de ses points principaux à travailler et une de ses plus grosses faiblesses. Donc tout ça, c'était très intéressant à voir chez Sharif Cooper. Quoi qu'il en soit, moi ce que je kiffe chez ce joueur, c'est qu'il est très beau à voir jouer, très élégant. Il a un côté street, un côté fun. C'est un gros dribbleur spectaculaire. Ceux qui aiment les crosses, ceux qui aiment les passes dans le dos, ceux qui aiment la vitesse seront ravis à chaque fois qu'ils verront jouer Sharif Cooper. Il aime beaucoup garder la balle, il aime beaucoup scorer et distribuer. Alors pour moi, c'est pas non plus un playmaker au premier sens du terme, parce que toutes les passes qu'il fait, c'est quand même surtout grâce à son talent de scoreur qui attire beaucoup la défense. N'empêche qu'après, on ne peut pas dire qu'il n'a pas une bonne vision de jeu, parce qu'à chaque fois, il arrive à trouver le joueur démarqué, à faire la passe au bon endroit, dans le bon timing, et tout ça, franchement, c'est très très fort. On peut pas dire qu'un mec qui finit meilleur passeur de la Summer League n'a pas de talent à la passe, ce serait mentir. Donc voilà, comme je disais, j'ai aussi aimé le fait qu'il pouvait montrer qu'il shootait de loin. En tout cas, on a l'impression qu'il a été défié un petit peu par toutes les critiques qui ont été faites sur son shoot avant son arrivée en NBA, et finalement, tiré à 33% avec un volume intéressant, c'est pas mal. Il a fait des grosses perfs dans certains matchs, notamment contre les Pacers, où il a montré qu'il pouvait être clutch aussi. Pour moi, c'est son plus gros match, hein. Il fait 5 sur 8 à 3 points, et en plus de ça, il met le game winner, donc vraiment, c'est son match référence à Sharif Cooper dans cette Summer League. Maintenant, voilà, il n'a pas été aussi bon, notamment au scoring et au shoot dans les autres matchs, mais quand même, le flash qu'il a montré face aux Pacers, c'était très intéressant. Et c'est quand même aussi un vrai passeur qui est capable d'attirer les défenses. Maintenant, il y a aussi quand même de vraies limites, je trouve, chez Sharif Cooper. Et s'il a été drafté si bas, c'est pas un hasard. Il devra montrer qu'il est capable d'être régulier au tir, et pas juste montrer des flashs comme il l'a montré avec les Pacers. Il devra montrer qu'il peut être un joueur consistant. Et surtout, malgré sa petite taille, il devra montrer qu'il peut défendre. Parce que ça, c'est ma grosse inquiétude chez Sharif Cooper. C'est que son manque de taille le handicap un peu défensivement, et pareil, hein, on a déjà un meneur avec Trae Young, aussi talentueux qu'il soit, et Dieu sait comme il est talentueux, hein, Trae Young, mais qui manque peut-être d'outils défensifs. Avoir un autre joueur qui présente ces mêmes failles défensives derrière lui, je sais pas si c'est le plus ouf. Donc voilà, en attendant, je suis assez séduit globalement, mais je trouve qu'il a quand même montré de vraies interrogations sur sa défense et son manque de régularité. Voilà pourquoi je vais pas le mettre au tier 5 non plus, hein, parce qu'il a montré de belles choses, et son game winner est très cool, et sa perf face aux Pacers c'est très cool, mais tier fort, je l'ai trouvé bon, Sharif Cooper. C'est très partagé encore une fois, hein, pour Sharif Cooper, vous êtes 36% à le voir au tier 3, 36% à le voir comme moi au tier 4. Maintenant, il y en a 7% qui le voit au tier 5, 21 au tier 2, personne au tier 1 pour lui. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça a du sens, le voir entre le tier 3 et le tier 4, c'est quelque chose qui lui correspond bien. J'ai choisi le tier 4, mais pourquoi pas le mettre un cran au-dessus. Visiblement, on est assez d'accord. Et c'est vrai qu'il perd beaucoup de ballons, et ça le pénalise pas mal aussi. Mais pour un joueur qui porte autant la balle, et en Summer League d'autant plus, ça peut être pardonnable. Eh bien, let's go pour parler de Cade Cunningham, le numéro 1 de la dernière draft, qui a fait une Summer League à 18,7 points, 5,7 rebonds, 2,3 passes, 1,5 interceptions, 1,3 contre, 4 balles perdues par contre, une adresse au shoot de 42,9% et une belle adresse à 3 points de 50%. Bon, on s'attendait légitimement, au vu de sa place dans la draft, qu'il soit la grosse star de la Summer League. Et en fait, il a été très bon, il a été élu en seconde team, donc ça montre qu'il a eu un vrai niveau. Il a surtout montré qu'il avait un jeu tout plein de maturité. Et le premier mot qui me vient quand je vois jouer Cade Cunningham, c'est la fluidité qu'il a. Il fait tout comme si c'était inné, tout a l'air super simple avec lui, et j'ai adoré le Rockets Pistons, lorsqu'il a été en duel avec Jalen Green, où les deux joueurs ont défendu l'un sur l'autre, et il y avait beaucoup d'intensité. Même si dans ce duel, je donne un peu l'avantage à Green, Cade Cunningham m'a vraiment impressionné par tout ce qu'il était capable de faire, tous les moves qu'il a. Il est capable de prendre de gros pull-ups, de poser de gros step-back, il a tout pour être une future superstar, il est grand, il a tous les outils. Enfin voilà, le match contre les Knicks d'ailleurs illustre très bien ça, à quel point tout ce qu'il fait, il le fait naturellement, sans effort, de façon à l'instinct, et je trouve ça génial. Et pourtant, en plus de ça, toutes les défenses à chaque fois l'attendaient. Vu que c'était le numéro 1 de la draft, toutes les défenses étaient concentrées sur lui, et lui, tranquillement, à son rythme, il s'en est toujours bien sorti. J'ai bien aimé aussi son côté leader vocal, il place un petit peu tout le monde, il pose le jeu, il ne joue pas tout le temps à fond. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent tout le temps à 100 à l'heure. Cade Cunningham arrive à changer le rythme du jeu, et je trouve ça très cool de pouvoir gérer le tempo. Maintenant, voilà, il a perdu pas mal de ballons. J'aurais aimé aussi
qui distribue plus, parce que Cade Cunningham, mine de rien, toute sa vie, il a montré que c'était un vrai playmaker, et là, 2,3 passes, c'est un peu léger, je trouve, pour un joueur comme lui. Maintenant, on est en Summer League, je le répète, les joueurs jouent un peu pour eux, et voilà, mais j'aurais quand même aimé qu'il montre un peu plus son talent à la passe. Il a fait aussi quelques petites erreurs aussi, mais on ne va pas lui reprocher non plus, c'est un jeune joueur qui arrive en NBA, et c'est vrai que les attentes sont hautes, donc je veux pas être trop sévère avec les erreurs qu'il a faites. Maintenant, j'aime pas trop le fait qu'il ait perdu plus de ballons qu'il ait fait de passes décisives, et ça j'aime pas généralement. Mais bon, je suis très sévère, je suis très tatillon, et j'ai surtout l'impression que là, en Summer League, ça compte pas énormément, sa place de toute façon en NBA elle est acquise, donc il était vraiment en mode cruise control quoi. Donc j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup forcé, et malgré le fait qu'il ait jamais forcé, il a eu un côté dominant, donc pour tout ça, bravo. Maintenant, vu que de toute façon le tier 1 je réserve à l'élite et le tier 2 je le réserve à l'excellence, je le mets au tier 3 avec Scottie Barnes, parce que je pense que il aurait pu faire plus, donc c'est très 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 bien ce qu'il a fait, donc très bon, c'est ce que je mets au tier 3, mais pour moi il n'est pas encore à l'excellence, parce que il a trop joué avec la pédale de frein. Donc je ne doute pas qu'il ira bien plus haut, bien plus vite, mais si on isole juste la Summer League, le tier 3 me paraît cohérent. Ok, donc pour ce vote, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, hein. Vous êtes 59% à le voir au tier 2, vous êtes 18% à le voir comme moi au tier 3 et 18 autres % à le voir au tier 1. Donc c'est vrai que pour Cunningham j'ai été un peu dur. J'avoue que j'ai sûrement un peu trop laissé parler les attentes que j'avais de lui comme un premier pick de draft. Voilà, maintenant je répète, un tier 3 ça veut dire que je le trouve très bon, je suis persuadé qu'il vaut plus qu'un tier 3, mais voilà, je trouve peut-être qu'aussi le fait qu'il ait été très mal utilisé joue dans le fait qu'il n'ait pas pu avoir un meilleur niveau, le fait qu'il ait joué bien tranquille, peut-être l'a handicapé aussi. Maintenant, j'avoue que j'ai peut-être été sévère et qu'un tier 2 aurait été légitime. Je comprends tout à fait que vous soyez en désaccord avec moi sur ce coup-là, et je n'ai aucun doute sur le fait de toute façon qu'il progressera ensuite. On passe à Ayo Dosunmu qui joue aux Bulls et qui a été drafté avec le choix numéro 38. Il a fait une Summer League à 12,6 points, 4,4 rebonds, 1,6 passes, 1,2 interceptions, ça c'est intéressant, pas trop de balles perdues non plus, 1,6, 42,4% au tir et un catastrophique 8,3% à 3 points pour Ayo Dosunmu. Bon, maintenant, on va relativiser, je trouve que c'est pas vraiment le genre de joueur qui est fait pour la Summer League. Lui, c'est surtout un vrai hustler, qui aime bien la défense, qui aime bien l'agressivité, et surtout qui aime bien les matchs avec beaucoup d'enjeux. Et en Summer League, l'enjeu, c'est pas non plus super ouf. Et pourtant, mine de rien, malgré sa catastrophe à 3 points, il a réussi à se faire remarquer. Et même là, ça se sentait qu'il était affamé, et ça, j'ai apprécié. En plus de ça, il va jouer pour les Bulls, il est natif de Chicago, il a fait sa fac à Illinois, tout ça, ça doit aider, et ça doit le booster encore plus. Et de toute façon, cette volonté, moi, elle me donne envie de lui donner sa chance tout de suite en NBA. Parce qu'en plus de ça, c'est contagieux sur les autres, et je le cache pas, Dosunmu, c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Il a été incroyable, il a fait un très très gros match contre les Grizzlies que j'ai pu voir, où il a joué en transition tout le temps, en allant à fond, et c'est là, ça a été son meilleur match, parce qu'il a mis 26 points, et franchement, ces 26 points, il les a mis presque que avec de la volonté et de la vitesse. Et c'est intéressant de voir, même si c'est que de la Summer League, de voir qu'il peut briller comme ça. Maintenant, on va pas le cacher, le shoot questionne beaucoup. 8% à 3 points, ça peut être complètement rédhibitoire, et ça fait un peu peur. Il a un talent certain, c'est sûr, il a beaucoup d'envie, c'est sûr, beaucoup de volonté, c'est sûr, mais en attaque, pour l'instant, il a peut-être un peu trop besoin du ballon pour exister, sachant que off the ball, c'est pas un joueur qui marquera en catch and shoot, du moins pas pour l'instant. Après, j'aime quand même bien ce genre de joueur, ça me semblait important de le mettre dans les 30, parce que son gros match contre les Grizzlies, moi de toute façon m'a marqué, mais je le vois difficilement plus haut que le tier 5 pour l'instant, même si j'ai quand même envie de le voir évoluer en NBA. Fin du vote pour Ayo Dosunmu, vous êtes 80% d'accord avec moi à le mettre au tier 5, 15% le mettre au tier 4, donc le voit un peu plus haut que moi, donc j'imagine que vous avez kiffé sa volonté, son envie et sa rage de vaincre, et même 5% le voit au tier 3. Mine de rien, pour moi, c'est quand même dur de le mettre plus haut que le tier 5, son niveau est intéressant, sans plus, parce qu'il a quand même de vraies failles, et visiblement vous êtes assez d'accord avec moi, vu que vous avez voté à 80% pour ça. On passe au joueur suivant. J'ai nommé Chris Duarte des Pacers, qui a été drafté en numéro 13, qui a fait une excellente Summer League, je trouve, qui a tourné à 18,2 points, 4 rebonds, 3,8 passes, 2,5 interceptions, 1,8 contre, bon, qui a perdu 3 ballons, 3,2 exactement, et qui a très bien shooté, 45,6% au tir, dont 48,3% à 3 points. C'est voilà, déjà ça a été le plus vieux joueur drafté, et ça se voit, parce qu'il est hyper intelligent, il est hyper mature, ça se voit qu'il a de l'expérience, qu'il a déjà joué à beaucoup de niveaux différents, qu'il
il a vécu des choses, et j'aime beaucoup. En fait, quand on voit jouer Chris Duarte, peut-être que son potentiel est pas super haut, mais de toute façon, on n'est pas là pour jouer, pour juger de ça. Et quand on le voit, le premier truc qui choque et qui est flagrant, c'est que ses choix sont ultra bons. Pourtant, dans une Summer League, et encore, du coup, c'est encore plus flagrant. Dans une Summer League où il y a beaucoup de choix qui sont discutables, voir comment Chris Duarte prend toujours les bonnes décisions, moi, j'ai trouvé ça génial. Sa sélection de shoot, elle est très très forte, très très propre. Ça lui permet de rentrer 48% de ses triples avec une vraie mécanique. Et surtout, en fait, c'est le genre de joueur qui va très bien aller à Indiana, hein, derrière un Malcolm Brogdon, parce qu'il a le même style de jeu, le même QI basket, où il domine vraiment grâce à son cerveau. Et ça l'aide aussi, enfin là on a l'impression que ça l'aide qu'en attaque, mais ça l'aide aussi en défense. Ce que je disais, il tourne à 2,5 interceptions et presque 2 contres par match en Summer League, tout ça grâce à une vraie anticipation et grâce à un vrai placement. Et moi, je trouve ça super intéressant, les joueurs comme ça, je trouve que c'est un régal. Donc en défense ça l'aide, en attaque ça l'aide, il peut à peu près tout faire. Il peut jouer avec ou sans la balle, il peut aussi distribuer, son placement est génial, il peut aussi prendre des rebonds, il a l'air ultra en confiance. Franchement, grosse Summer League pour Chris Duarte. Il lui manque peut-être juste un petit peu ce zeste de talent exceptionnel, je dirais, pour viser le Tier 1, mais je l'ai trouvé excellent. Donc pour moi, Chris Duarte, vu que le Tier 1 est vraiment réservé à l'élite de l'élite, je le mets au Tier 2, un Tier 2 qui est bien mérité à mon sens. Ok, fin du vote pour ce qui est de Chris Duarte. Vous êtes 44% à être d'accord avec moi pour le Tier 2, mais c'est assez partagé, parce que là vous êtes 22% à le voir au-dessus au Tier 1 et 22% à le voir au Tier 3, sachant que y a aussi 12% qui le voient à des tiers plus bas. Mine de rien, c'est le Tier 2 qui est revenu le plus souvent, donc globalement j'ai l'impression qu'on est assez d'accord, même si Duarte encore est un joueur qui partage, et ça dépend ce que vous attendez d'un joueur. Pour moi, rien que pour sa maturité, son intelligence de jeu, j'ai trouvé vraiment excellent dans cette Summer League. Prochain joueur, un joueur très intéressant, vu comment il a dominé en NCAA, c'est Luka Garza, qui va jouer aux Pistons et qui a été drafté avec le choix numéro 52. Lui, il a fait une Summer League assez impressionnante, à 15 points, 9,6 rebonds, 1,8 passes, il a fait un contre par match, et surtout, il a shooté de manière très intéressante, à 52%, et même 40% à 3 points. Qu'est-ce qui m'a plu, lui, en fait, pour être honnête? Lui, il a été élu dans la seconde team, et ce que j'ai apprécié, c'est que souvent, en Summer League, c'est avant tout les arrières qui brillent, parce que c'est souvent eux qui ont le ballon, et le ballon ne descend pas souvent aux intérieurs, vu comment le jeu peut avoir tendance à devenir individualiste. Et encore plus d'ailleurs les intérieurs un peu à l'ancienne, comme les Garza. Donc ouais, parce que Garza, pour briller, il a besoin un peu de travailler au poste, de faire des moves, et c'est un petit peu sa spécialité. Et ce qui est sûr, c'est que pendant cette Summer League, le gars a enchaîné les doubles-doubles. Il a fait une pointe à 21 points et 15 rebonds contre Orlando, où il a été assez exceptionnel, et tout ça, ça lui a valu un two-way contract à Détroit, donc bravo à lui. Maintenant, malgré cette Summer League que j'ai vraiment kiffé, est-ce que ça veut dire qu'il réussira en NBA? Ça, j'en suis pas encore sûr. Son jeu lui a vraiment permis de dominer à la fac, d'être vraiment peut-être le meilleur joueur NCAA, mais qui avait pas le potentiel le plus fou. Ça lui a aussi permis de dominer en Summer League, donc encore une fois, bravo à lui, mais en NBA, le tempo sera beaucoup plus rapide, et courir, c'est quand même pas sa spécialité à Garza. J'aime beaucoup le fait qu'il puisse s'écarter, il a été adroit à 3 points, mais clairement, je pense qu'il manque beaucoup de mobilité. Et là, le jugement que je fais quand même par rapport aux exigences que demande la NBA. Maintenant, jusque-là, ce que je veux retenir, c'est qu'à chaque fois, en NCAA, malgré son âge et son soi-disant manque de potentiel, et là en Summer League, à chaque fois, il a réussi à lever les doutes. Donc je suis content qu'il ait sa chance aux Pistons. Il aura encore une fois beaucoup de choses à prouver en NBA. Il aura l'occasion à Détroit, hein, je pense, vu la jeunesse de l'équipe et les rotations. Pour ce qui est de la Summer League, vraiment, il a dominé. Maintenant, je veux pas non plus être trop positif avec lui, parce qu'il a de vraies failles pour ce qui est de la défense, pour ce qui est des qualités athlétiques et pour ce qui est de la course et de la vitesse. Donc c'est pour ça que je suis sévère. C'est pour ça que voilà, vu que je me fie aux exigences NBA, je suis sévère et je le mets qu'au Tier 3 avec quand même de vraies références que sont Scottie Barnes et Cade Cunningham. Ok, pour Garza, encore une fois, la majorité est d'accord avec moi vu que 44% le voient au Tier 3. Par contre, je vous trouve vraiment sévère, vu que 31% le voient plus bas au Tier 4. Là, j'ai du mal quand même, parce qu'il a vraiment réalisé une Summer League pas excellente, mais très bonne. Pour moi, le Tier 3, ça va bien. Donc je comprends les 19% du Tier 2. J'ai du mal un peu à comprendre ceux qui le mettent en dessous. Bon, c'est mon point de vue aussi, hein, et c'est normal qu'on soit pas d'accord tout le temps. Et j'ai encore plus de mal forcément à comprendre ceux qui l'ont mis au Tier 5. Chacun a sa vision des choses, mais là-dessus, il y a du vrai désaccord, même si globalement, les 44% au Tier 3 montrent que la majorité me suit sur le Tier 3 pour Luka Garza.
Prochain joueur, encore un joueur qui suscite beaucoup de hype, vu qu'il a été drafté avec le choix de Jalen Green des Rockets, qui a fait une Summer League à 20,3 points, 4,3 rebonds, 2 passes, 2,3 turnovers, c'est pas énorme vu comment il a eu la balle, et surtout des pourcentages de dingo, vu qu'il a tiré à 51,4% au tir et 52,6% à 3 points. Donc ça c'est d'une violence assez inouïe. On avait un Cade Cunningham qui était attendu, et on avait un Jalen Green qui l'était au moins autant. Surtout que lui il a beaucoup parlé, il a toujours dit qu'il méritait le first pick, et il avait vraiment à cœur de le prouver. Donc il a fait seulement 3 matchs, et en 3 matchs, je trouve qu'il a réussi à prouver son talent. Donc il a été élu dans la seconde team, et il a pris très à cœur son duel avec Cade Cunningham, on le comprend. Par contre, je trouve qu'il a un profil très différent de celui de Cunningham. Comme je dis, je trouve que Green a dominé Cunningham, par contre, ils ont clairement pas fait la même chose. Green a l'air beaucoup moins poli que Cunningham, a l'air beaucoup moins réfléchi, a l'air beaucoup moins mature dans ses choix aussi, mais en termes d'instinct au scoring et de qualité athlétique, on a un énorme client. Il peut mettre des gros shoots, il est impressionnant là-dessus, et quel talent pour mettre des points. Après, je vais pas le cacher, sa sélection parfois elle me fait un petit peu peur, mais l'adresse est dingo en fait, il était sur un nuage. Le mec il prend des shoots super difficiles, à chaque fois tu te dis qu'est-ce qu'il fout, et pourtant il tourne à plus de 50% au tir, plus de 50% à 3 points. Ouah, c'est kiffant les coups de chaud qu'il peut prendre et les paniers qu'il peut mettre. Je sais pas s'il était juste dans la zone en mode Kuroko, ou s'il pourra faire ça tout le temps, mais là j'ai vraiment été impressionné, et j'ai adoré le voir jouer. Il a tourné à plus de 20 points par match en seulement 24 minutes de moyenne, donc tout ça montre son vrai talent au scoring. Après, petite similitude avec Cade Cunningham, lui aussi a fait plus de balles perdues qu'il a livré de passes décisives. Maintenant, il peut aussi avoir un impact énorme en NBA. Il a un talent de fou furieux, c'est un gros scoreur qui marche énormément à l'instinct, mais qui a beaucoup de moves pour créer son tir. Maintenant, il n'a pas montré beaucoup d'autres choses que son adresse au tir, son scoring et son sens inné du panier. Donc voilà, c'est pas encore l'élite pour moi, parce qu'il y a quand même quelques défauts que je viens de soulever, mais je disais, pour moi, il a dominé Cunningham dans son duel. Je le mets un cran au-dessus, au tir-tout, parce que sa Summer League, en seulement 3 matchs aussi, malheureusement il a fait que 3 matchs, mais sa Summer League, je la trouve excellente. Bravo Jalen Green, j'en attends beaucoup pour la suite de sa carrière en NBA. Pour Jalen Green, vous êtes 53% à être d'accord avec moi au tir-tout, de toute façon personne l'a vu en dessous, parce que les 47 autres pourcents l'ont vu au tir-one. Et j'admets que ça se joue entre les deux, Je l'ai pas mis plus haut, parce que il a surtout montré qu'il était un scoreur avec une adresse incroyable, et peut-être qu'il manquait de polyvalence pour viser un peu plus haut, peut-être qu'il a trop besoin d'être canalisé encore pour viser l'élite, enfin pour être dans l'élite si on n'isole que sa Summer League, mais je comprends très bien que vous le mettiez au tier 1, et je pense qu'il peut faire du dégât dans une équipe comme Houston en NBA, si Silas arrive à l'associer avec Kevin Porter Jr. par exemple. Prochain prospect, Quentin Grimes des New York Knicks, qui a été drafté en numéro 25. Lui, il a été assez intéressant au poste 2-3, presque plutôt 3, en tournant à 15,3 points par match, 6,3 rebonds, 3 passes, 0,5 interceptions, 0,7 contre, et une adresse très correcte, vu qu'il est à 41. Alors, au shoot global, c'est 41,6%, donc c'est pas fou, mais par contre, c'est 40,7% à 3 points. 40,7% à 3 points, pour être exact, sont plutôt intéressants. Donc est-ce que ça va être la bonne surprise des Knicks après Quickley l'an dernier, en fin de premier tour? Est-ce que Grimes va pouvoir répondre à ces attentes-là? Au vu de ce qu'il a montré en Summer League, il y a de quoi y croire en tout cas. Moi, il m'a vraiment impressionné, notamment dans le match contre Houston. Il a montré que c'était un gros shooter à 3 points, qu'il pouvait avoir un gros volume de shoot, et être adroit, avoir un vrai talent en catch and shoot notamment, et je trouve ça cool. Après, je le trouve quand même un peu unidimensionnel. Comme je le dis, il joue surtout sans le ballon, il chope surtout des ballons en catch and shoot, mais je l'ai pas trop vu en défense par exemple, et bien qu'il prenne des rebonds, il a tourné à plus de 6 rebonds par match, et tout ça c'est plutôt cool, je l'ai pas vu faire grand chose de plus. N'empêche que, dans l'idée de remplacer Reggie Bullock à New York, qui est parti, je le répète, je trouve que Quentin Grimes peut remplir ce rôle, ou en tout cas, avec un peu d'expérience, avec un peu de maturité, arrivera à compenser le départ de Reggie Bullock parce qu'il présente des qualités assez similaires, notamment pour écarter le jeu. Et tout ça fait que je pense que Grimes, ce sera un profil intéressant pour les Knicks, dans la mesure où il sait pas faire des millions de choses, mais ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Donc je l'ai trouvé bon dans cette Summer League. Je le mets pas au niveau de ceux que j'ai mis au tir dessus, parce que quand même, Scottie Barnes, Cade Cunningham et Luka Garza, ça a été très fort à mon sens, mais tir fort pour Grimes, ça me semblait assez cohérent. Ok, mais pour Quentin Grimes, vous êtes
d'accord avec moi de façon assez majoritaire, vu que vous êtes 71% à le voir au tier 4. Après, il y a 25% qui le voient au tier 5 et 6% au tier 3. Donc là-dessus, finalement, je fais pas l'unanimité avec 71%, mais franchement, c'est un de ceux qui a les meilleurs scores jusque-là. Donc sur Quentin Grimes, je vois qu'on est assez d'accord, et ça fait plutôt plaisir. Ok, prochain joueur, Nation Island, Bones Island, comme beaucoup de gens l'appellent, qui a été drafté par les Nuggets avec le choix numéro 26, et qui a fait quand même des bonnes stats, hein, parce qu'il a tourné à 19,8 points, 3,2 rebonds, 4,8 passes, 0,8 interception et 0,8 contre, donc ses chiffres défensifs sont pas exceptionnels. Il a perdu pas mal de ballons, un peu plus de 3 aussi, mais a eu une très bonne adresse de manière globale, vu qu'il a tiré à 46,4% au tir et 40% à 3 points. Je pense que dans la fin du premier tour, c'est une très bonne pioche pour Denver. Island, il a montré que ça pouvait être un gros scoreur, très adroit, tout ça je le savais, mais il a montré d'autres choses aussi. Parce que déjà, shooter à 40% à 3 points en en tentant 9 par match, c'est quand même assez exceptionnel, parce que c'est un joueur qui a un gros volume de shoot extérieur, mais en plus là, il a livré quasiment 5 passes par match, donc c'est fou, c'est pas juste un shooter unidimensionnel. Par contre, il faut le noter, je trouve que, je sais pas si vous l'avez vu jouer, mais c'est un joueur qui est quand même assez atypique. Il est très mince et il a une façon de se déplacer qui est assez curieuse, enfin qui est bien à lui en tout cas. Son surnom c'est Bones, ça veut dire os, donc je pense que c'est lié à sa finesse, hein, au fait qu'il soit pas bien épais, et à ses déplacements un peu squelettiques. J'ai beaucoup aimé le voir évoluer dans cette Summer League. Il a ce côté très partageur, très adroit, et même très créatif, hein, avec ses moves à lui, qui fonctionnent plutôt bien. Je trouve qu'il joue avec pas mal d'intelligence. Maintenant, il a quand même de vraies failles. Il a beaucoup de mal à résister au contact. C'est pour ça, hein, qu'il s'écarte tant que ça, parce qu'il va pas trop driver. Le body control en l'air, il se fait bouger beaucoup. Et surtout en défense, c'est presque rédhibitoire. Il risque de se faire énormément bouger en NBA. Si on est conscient de ses qualités et des points qu'il a à travailler, dans son rôle, je suis assez persuadé qu'il peut faire du bien à Denver. Et ses qualités au scoring et au shoot sont quand même assez exceptionnelles. Donc voilà pourquoi je le mets au tier 3, avec d'autres gens qui, comme lui, ont réalisé une très bonne Summer League. Alors, pour Bones Island, vous êtes 54% à le voir plus bas que moi. Je vous trouve vraiment sévère, parce que pour moi, le tier 3, c'est vraiment mérité pour Bones Island, avec tous les arguments que j'ai donnés. Hein. Maintenant, ok, hein, on n'a peut-être pas vu les choses de la même façon, mais je vous trouve très dur, personnellement, avec Bones Island. Allez, prochain joueur, Dejon Jarreau du Miami Heat, qui n'a pas été drafté, qui a des stats qui sont assez intéressantes, de 11,6 points, 6,6 rebonds, 5,8 passes, 1,4 interceptions. Bon, il a pas mis de contre, il a perdu des ballons, 2,6, donc c'est quelques ballons perdus, mais c'est pas non plus rédhibitoire. 47,7% au tir, 36,4% à 3 points, donc ça, pour moi, c'est quand même, alors une ligne de stats où ça n'excelle nulle part, mais qui est quand même super complète, d'autant plus pour un joueur qui n'a pas été drafté. De toute façon, à Miami, j'ai l'impression qu'on est un peu spécialiste des surprises, des joueurs venus de nulle part qui sont non draftés, et dans cette Summer League, Dejon Jarreau m'a impressionné. J'ai trouvé surtout que match après match, il a progressé à vitesse grand V, il a step up tout au long de la Summer League, ça a été un joueur ultra complet, qui a pris des rebonds, qui a distribué, qui a su plusieurs fois, enfin surtout une fois, alors je sais plus quel match, mais s'approcher du triple-double, et c'est encore un joueur, et c'est ça que j'apprécie, qui se bat et qui sait jouer avec son cerveau. Je sais pas si son plafond sera bien haut, mais en tout cas, le niveau qu'il a déjà actuellement est bon. Et ce qui est bien, c'est que cette façon de jouer lui est aussi utile en défense. Il est très actif sur les interceptions, je l'ai trouvé très bon dans sa prise de décision. En attaque, quand il avait la balle, il savait appeler un pick and roll aussi. Et en fait, il a cette faculté, qui est appréciable, je trouve, à jouer simple et efficace. Il peut jouer propre et faire beaucoup de choses. Donc maintenant, c'est clair qu'en termes de talent pur, il y a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de lui. S'il n'a pas été drafté, c'est pas non plus un hasard. Donc dans la Summer League, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été supérieurs à lui en termes de talent pur. Et il y en aura encore plus en NBA, c'est sûr. N'empêche que s'il arrive à se faire une place, ce sera grâce à sa justesse de jeu, et ce sera peut-être mérité. Je pense que Spoelstra aime bien les joueurs dans son genre, et pour moi, il méritait clairement d'être dans les 30. Alors bien sûr, hein, je vais pas le mettre trop haut, mais pour moi, Dejon Jarreau, qui n'était pas du tout attendu, et je le mets avec grand plaisir dans ce tier 5. Ok, donc pour Jarreau, vous êtes 67% d'accord avec moi au tier 5, et tout le reste, les 33% restants, vous le mettez au tier 4, parce que visiblement, il vous a impressionné par sa polyvalence. Donc je peux comprendre ça, pour moi c'est quand même un peu juste, il manque vraiment un domaine dans le calibri. En tout cas, il a fait une Summer League où il était mort de faim, et rien que le fait d'être dans les 30, je trouve que c'est une bonne surprise. J'espère qu'il aura l'occasion de montrer sa polyvalence et son envie en NBA.
Allez, prochain joueur qu'on aborde, Jalen Johnson, l'ancien de Duke, qui a été drafté par Atlanta avec le choix numéro 20 et qui a fait une grosse Summer League, notamment au niveau des stats, parce qu'il a tourné à 19 points, à 9,5 rebonds, à 2 passes, 0,8 interceptions, 1,2 contre, bon il a perdu beaucoup de ballons, 3,8, mais il a shooté à 57,4% et 41,7% à 3 points, donc pour le tir, pour ce qui est du tir, il a été très propre. Et franchement, après Sharif Cooper, Jalen Johnson a été un autre rookie qui m'a vraiment épaté chez les Hawks. Il a été élu dans la first team de cette Summer League, donc ça montre qu'il a eu un gros niveau. Bravo à lui. Donc clairement, ça a été un joueur qui a été beaucoup moins flashy que Sharif Cooper. Mais ça veut pas dire que son niveau a été moins élevé, parce que je l'ai trouvé beaucoup plus efficace. De toute façon, quand tu tournes sur l'ensemble des matchs à 19 points, 9 rebonds et demi et plus d'un contre, c'est que tu as été propre, c'est que tu as été utile, et ça des deux côtés du terrain. Et en plus de ça, même si ça se voit pas trop parce qu'il a tourné qu'à 2 passes par match, il a montré un certain talent et une certaine envie de partager la balle. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant toujours concernant Jalen Johnson. Quoi qu'il arrive, si on décrit ce joueur, c'est un mec qui est ultra athlétique, qui peut être très utile en transition, qui est très dur à stopper sur ses drives parce qu'il est quand même solide, il a de bonnes épaules, mais qui peut aussi s'écarter et être à droit à 3 points parce que comme on le disait, il avait des bons pourcentages. Et surtout, en défense aussi, il peut être presque encore meilleur qu'en attaque. Il a une grosse envergure, il est très mobile, il peut switcher presque partout, et pour moi, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être une sorte de poste 4 ultra moderne, qui peut tout faire, qui peut s'écarter, qui peut sauter haut et qui peut courir. En plus de ça, je sais pas si vous avez vu, mais il est capable de poser de très gros tomards, et pour un joueur qui a si peu joué la saison dernière, et même la saison d'avant, il me semble, il m'a vraiment impressionné, et quasiment à chaque fois, il donnait cette impression d'être le meilleur joueur sur le terrain, et pour ça, gros big up et gros respect à lui pour l'impact qu'il avait en attaque et en défense. Donc après, si je suis super sévère et que je peux lui reprocher un petit truc, c'est peut-être de confondre un peu parfois vitesse et précipitation. À cause de ça, il perd peut-être un peu trop de ballons, parce qu'il a peut-être été un peu over-responsabilisé par rapport à ce qui sera en NBA, mais aussi c'est le but de la Summer League, de toute façon c'est un laboratoire où c'est bien de donner des opportunités aux joueurs, et voilà, donc pour tout ça je le pardonne quand même, je le mets pas au tier 1 non plus, mais il mérite amplement un tier 2 pour ses belles perfs et la qualité du jeu qu'il a pu montrer en Summer League. Alors pour Jalen Johnson, vous êtes 81% à le voir comme moi au tier 2, 6% à le voir au tier 1, et ça je peux comprendre, franchement, dans ma tête il était entre le tier 1 et le tier 2, donc je peux comprendre. Par contre les 13% qui l'ont mis au tier 3, je vous trouve vraiment ultra sévère, parce que à mon sens, il a vraiment fait partie des joueurs les plus talentueux de cette Summer League. Prochain joueur, Kai Jones de Charlotte, qui a été drafté avec le choix 19. Bon, lui, ça n'a pas été un gros scoreur parce qu'il a mis 9,8 points par match. Par contre, il a pris des rebonds, 9,4. Bon, pas trop de passes, 1,6. Même pas trop de contre, 0,8. Pas trop d'interceptions. 3 balles perdues quand même. Des pourcentages au shoot pas ouf, de 40% et de 16,7% à 3 points. Donc tout le reste, c'est pas génial. Ce qui est très intéressant avec Kai Jones, c'est de voir son intensité et la capacité à faire des doubles-doubles. Parce que Kai Jones, ceux qui ont vu les highlights doivent s'en rendre compte très vite, c'est un monstre physique avec des outils de fou furieux. Il a une grosse détente, une grosse envergure, une grosse vitesse et une vraie bestialité, une vraie agressivité. En fait, Kai Jones, il fait peur avec cette intensité et j'aime beaucoup. Il peut partir en coast to coast presque tout seul avec le ballon. Bon, des fois, c'est pas toujours hyper réfléchi, mais mine de rien, il a de vrais outils et de vraies qualités. Et comme je le disais, il est capable de poser des tomards d'une violence inouïe et de sauter par-dessus des gratte-ciel. Et surtout, il est très loin et avec ses grands bras, il arrive toujours à atteindre le cercle. Je sais pas comment il fait, et par la qualité et la violence de ses dunks, de toute façon, pendant cette Summer League, on a beaucoup parlé de lui. Il a même mis, lors de son dernier match, il a même mis un shoot à 3 points, et ça m'a beaucoup surpris. Bon, c'est pas ça qui fera que je vais le considérer comme un floor spacer, mais ça montre qu'il a peut-être un potentiel pour devenir un shooter extérieur, et ça, c'est intéressant. Maintenant, pour l'instant, Kai Jones, on va pas le cacher, c'est un joueur très brut, qui a beaucoup de choses à travailler, qui a de vraies qualités, de vrais outils. Pour l'instant, c'est surtout un finisseur, un rim runner, qui peut rattraper des passes lobées, et sur le reste, c'est quand même vraiment à polir. Il a de gros progrès à faire sur la prise de décision, il perd des balles un peu bêtement, il prend des shoots qui sont pas les meilleurs du monde des fois, à forcer beaucoup trop, et c'est ce qui explique ses faibles pourcentages pour un intérieur. N'empêche que rien qu'avec ses qualités athlétiques, ou presque, il est capable de tourner presque un double-double, le gars, donc ça montre que ses qualités athlétiques et ses outils sont fous. C'est trop juste, je pense, pour le mettre plus haut que le tier 5, mais il méritait qu'on parle de lui dans les 30, vu comment il est capable de jumper et d'être bestial, ce Kai Jones, je trouve.
Ok, pour Kai Jones, ben visiblement ça divise. La majorité est quand même d'accord avec moi, vu que vous êtes 47% à le mettre au tier 5. Maintenant, vous êtes quand même 29%, et c'est ce qui arrive en deuxième, à le mettre au tier 3, et même 6% à le mettre au tier 1, 6% aussi au tier 2, et 12% au tier 4. Donc ça divise, hein, il a eu des votes dans tous les tiers. Je pense qu'il y en a qui se concentrent un petit peu trop sur les dunks et sur les highlights, et sur les qualités athlétiques, pour le mettre au tier 1 quand même. Je le répète, c'est un monstre, et pour moi c'est beaucoup trop brut pour viser plus haut qu'un tier 5, mais visiblement il a plu à beaucoup d'entre vous, chacun sa vision du basket, et chacun sa hiérarchisation des qualités. Si les dunks sont super importants pour vous, le tier 1, ouais. Tier 1 du dunk, je suis d'accord en tout cas. Le prochain dont on va parler, c'est aussi un joueur qui fait beaucoup parler de lui, Jonathan Kuminga, qui a été drafté en numéro 7 par les Golden State Warriors. Donc lui, il a fait une Summer League assez intéressante aussi, et il a fait parler de lui à juste titre, avec 17,2 points, 6,2 rebonds, 2 passes, 1,5 interceptions, 0,8 contre, 2,8 balles perdues. Par contre, une adresse au shoot qui est critiquable, à 37,3% au tir, dont 27,8% à 3 points. Donc c'est vraiment pas ouf l'adresse au tir, dans la belle lignée de ce qu'il a montré en G-League d'ailleurs. Par contre, avec Jonathan Kuminga, on continue vraiment dans les joueurs très athlétiques. Parce que c'est marrant hein, que l'ordre alphabétique le mette après Kai Jones, mais d'un point de vue physique, lui aussi, il est monstrueux. Et je trouve que, j'avais fait une vidéo hein, aussi sur Jonathan Kuminga, ce qu'il a montré dans la Summer League correspond bien à ce qu'on attendait de lui après ce qu'il a montré avec la Ignite en G-League et à son scouting report. C'est un mec qui est très très fort en drive, qui a un énorme body control, qui dès qu'il a sauté, il peut aller au cercle de façon assez puissante, assez violente même. Il peut poser de gros dunks, il est aussi capable de partir en transition. Tout ça, c'est très fort, et ça montre qu'il a un physique qui est déjà NBA ready. Maintenant, on va pas le cacher, il a quand même de vrais progrès à faire au shoot. Parfois, il tire, il y a de gros écarts, il envoie même des airballs, et ça m'inquiète un peu quand même, ce manque de régularité, et aussi ce manque de confiance hein, dans son shoot extérieur. N'empêche qu'il en reste un joueur très impressionnant, physiquement, en défense aussi d'ailleurs, il est très mobile, il peut switcher, et ça c'est intéressant, il peut faire des interceptions et des contres avec ses jumps et ses longs bras, il se positionne pas trop mal, même si ça c'est assez irrégulier, il a de bons flashs, et je trouve qu'il a vraiment des qualités assez uniques, assez spéciales dans cette cuvée de draft sur son poste. Donc maintenant, clairement, hein, ça se voit que c'est un joueur qui n'a que 18 ans et qui a tout plein de choses à taffer, mais en tout cas qui a un vrai talent, des qualités uniques. Donc tout ça, ça fait que ce côté exceptionnel fait que j'ai envie de bien le classer, mais les failles me disent que je peux pas non plus le mettre trop haut. Donc l'étage, l'échelon numéro 3, le tier 3, me semble assez cohérent pour Jonathan Kuminga. Ok, donc pour Kuminga, vous êtes 55% à être d'accord avec moi avec le tier 3, par contre 25% le mettent déjà dans les qualités élites, donc ce que je disais, je comprends... Enfin, pour moi, c'est pas celui qui a réalisé la meilleure Summer League jusque-là. Peut-être que vous jugez un peu plus au potentiel, ou peut-être pas. Et 20% au tier 2. De toute façon, soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous le voyez plus haut. Pour moi, il a quand même trop de failles pour viser au plus haut que le tier 3. En tout cas, en Summer League, il avait trop de failles pour viser plus haut que ça. Maintenant, je lui souhaite vraiment, et je pense qu'il sera capable de les combler, ces failles, et ensuite de viser plus haut. Mais perso, moi, je reste quand même figé sur mon tier 3, où je pense pas que sa Summer League mérite plus. De grosses qualités, de grosses failles. Il a très bonne Summer League pour lui, mais pas assez complète et pas assez consistante, je pense, à mon sens, pour viser plus haut en tout cas. Le prochain, c'est Sandro Mamukelashvili, qui a été drafté au choix 54 par les Bucks. Je le connaissais très peu, il jouait à Seton Hall de mémoire, et il m'a très agréablement surpris dans sa Summer League, parce que je l'attendais pas vraiment, et en fait on est sur un gars qui a tourné à 11,2 points, 4,8 rebonds, 2,4 passes, 1,2 interceptions, bon pas trop de contre, mais qui a après au shoot c'est pas ouf non plus, 42% au tir, dont 25% à 3 points, mais tout ce qu'il a montré me donnait quand même envie de le mettre dans les 30, dans la mesure où c'est un ailier de grande taille, et que ces ailiers comme ça de 2m10, hein, il mesure 2m10, Sandro, sont vraiment à la mode en NBA. C'est un vrai stretch fort je trouve, qui peut, en plus de ça, il peut créer, j'aime bien les profils atypiques, hein, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de lui aujourd'hui, donc c'est un vrai stretch fort qui peut dribbler, qui peut tenir la balle, et qui peut même faire des passes, et ça sent qu'il a envie de partager la gonfle avec les autres, et voir un joueur de 2m10 avoir des côtés playmaker, ça lui donne un profil licorne un peu, vu qu'il est aussi à droit à 3 points. En gros, il a fait
une Summer League qui est assez intéressante, et en fait, plus c'est étalé, et plus il a explosé. Son dernier match contre Denver, par exemple, m'a plu. Il a mis 20 points, 7 rebonds, il fait 3 sur 4 à 3 points. Il a fait ce qui était attendu de lui, il a correspondu à son profil. Bien sûr, il doit encore beaucoup progresser, son placement défensif pose beaucoup de questions, ses fondamentaux sont pas géniaux, c'est pas le mec le plus mobile du monde, mais par contre, il a de vraies qualités qui lui donnent ce profil assez unique, qui est assez recherché en NBA, et je le répète, voir un big man faire une passe aveugle, moi je trouve ça trop cool. Maintenant, voilà, il devra montrer un peu plus d'agressivité, je l'ai pas trouvé hyper percutant, je sais pas s'il a trop envie d'aller au contact, je sais pas trop si c'est son style de jeu, et ça peut quand même être embêtant en NBA. En défense aussi, ça peut être très embêtant, je pense que pour lui, ce sera impossible de switcher toute sa vie, donc s'il veut défendre dans la raquette, il faudra qu'il résiste un petit peu plus physiquement, tout ça, ce sera important, mais mine de rien, il a réalisé une bonne Summer League, et moi je le mets, difficile de le mettre plus haut, mais je le mets au tier 5. Ok, let's go, le bilan pour Sandro Mamukelashvili. Encore une fois, on ne fait pas l'unanimité, mais vous êtes quand même 92% à être d'accord avec moi à le mettre au tier 5, 8% au tier 4, mais bon, ça montre que globalement, on est quand même plutôt très d'accord pour ce qui est du potentiel futur joueur des Bucks. Voilà, la suite maintenant avec Miles McBride, qui a été drafté en 36 par les New York Knicks. Sa Summer League s'est faite avec 15,2 points, 3,5 rebonds, 3,5 passes, 1,3 interceptions, c'est assez bien, 0,2 comptes, seulement 1,3 balles perdues, et surtout des pourcentages très bons, vu qu'il a tiré à 53,2% au tir, dont 50% à 3 points. Donc après Quentin Grimes, je trouve que McBride, c'est l'autre bonne surprise des Knicks. Lui a été drafté au second tour, et en fait, ce que j'aime bien, c'est que en plus d'être un bon shooter, c'est un gros défenseur, et ça, Thibodeau va kiffer. Il a une bonne faculté à provoquer des balles perdues grâce à son bon placement, et il se met tout le temps sur les lignes de passe, il anticipe beaucoup, et ça, je trouve ça fort. Il a une grande envergure, en fait, pour son poste, et il a des mains très actives. Et comme je le disais, en plus, il assure au tir. Quand tu tournes à 15 points, à 53% au tir et 50% à 3 points, ça veut dire que tu as des vraies facultés. Donc en fait, il a tout pour devenir un Suendi assez propre en NBA. Maintenant, en termes de talent pur, bien sûr, je le trouve moins talentueux que Grimes, par exemple, mais lui, il joue pas au même poste. Lui, c'est quand même un combo guard qui a un côté quand même plus polyvalent, mine de rien. Il peut faire des passes, il a aussi une capacité à driver, il est bien moins unidimensionnel que Grimes, et je pense que son côté hustler, parce que c'est un vrai hustler, sera très apprécié chez les Knicks au Madison Square Garden. Donc ouais, je le répète, c'est pas le mec le plus gifté du monde, mais il a quand même une vraie capacité à montrer qu'il peut rentrer dans le flow du jeu, à se battre des deux côtés du terrain, et je trouve ça très intéressant. Donc pour McBride, je vais plus haut que le tier 5, je trouve que c'est pas suffisant pour le tier 3, mais je vais quand même plus haut que le tier 5, et je nous le mets au tier 4. Let's go, pour McBride, vous êtes encore une fois plutôt d'accord avec moi, vu que c'est 64% qui le voient au tier 4, les autres, tout le monde le voit plus bas au tier 5, et je comprends que ça puisse se jouer entre les deux, pour moi il mérite quand même le tier 4, maintenant, bon, de toute façon on n'est pas là pour juger de ça, c'est vrai que son plafond n'est pas forcément très haut, mais ce qu'il a montré est déjà très intéressant, et même très bon, donc pour moi ce sera un tier 4. Donc prochain joueur, forcément un joueur qui est très attendu, c'est Davion Mitchell des Kings qui a été drafté avec le choix numéro 9, qui a fait une Summer League où si on ne parle que des stats, c'est pas forcément ronflant, vu qu'il a tourné à 10,8 points, 1,4 rebonds, 5,8 passes, une interception, 0,2 contre 1,4 balles perdues. Après il a fait du pourcentage au shoot assez bien, enfin surtout à 3 points, 42,3% au shoot de manière globale, et 47,1% à 3 points. Et pourtant, malgré ces stats qui n'ont pas l'air si exceptionnelles quand elles sont dites comme ça, le gars, Davion Mitchell, a été co-MVP de la Summer League, à 11 points par match. C'est fou, non? Mais ceux qui comprennent pas, c'est juste qu'ils l'ont pas vu jouer, parce que ce mec-là a un impact exceptionnel en défense. Sur l'homme, il a une puissance de fou, il se fait pas bouger, il suit le mec partout, il est large et il a une défense de fou. Il a joué un rôle énorme, mais énorme je trouve, dans la victoire des Kings dans cette Summer League. Même si c'est pas lui qui a été élu MVP de la finale, je trouve que son rôle est primordial dans la victoire de Sacramento dans cette ligue d'été. Et en fait, ce que je trouve très appréciable avec Davion Mitchell, c'est qu'il pratique un vrai basket de la win. Le mec, il a réussi à éteindre de vrais joueurs, dont on a parlé, comme James Bouknight tout à l'heure, ou même un Peyton Pritchard en finale, alors que Pritchard, je le rappelle, dans une ligue mineure, il a mis 92 points, dans une ligue pro-AM. Donc Davion Mitchell, il s'est mis en mission sur eux, et il les a complètement étouffés, malgré son mètre 83. Et j'adore qu'un gars comme ça puisse faire ça. Il leur rentre vraiment dedans, il part en mission, et quand je dis il leur rentre dedans, c'est le cas, au premier sens du terme. Il est trop costaud, et il finit même par rentrer dans ta tête. C'est une vraie sangsue, ce Davion Mitchell, qui a un talent exceptionnel
en défense, qui a une puissance de fou. L'attaquant peut plus rien faire quand Mitchell se met à fond sur lui. Et je trouve ça assez incroyable, hein, je répète, il a été un des bons joueurs. Et puis il n'y a pas que ça. Mine de rien, en attaque, il assure à 3 points, mais vraiment, c'est que du catch and shoot ou presque. Mais voilà, 47% de réussite derrière la ligne, c'est génial. Le gars, il a déjà tout montré en termes de 3&D, mais un D+++. Voilà, en plus de ça, il peut aussi distribuer, faire jouer ses coéquipiers, il tourne presque à 6 passes par match, c'est exceptionnel. Enfin, je trouve qu'il a tout ce que l'on demande à un meneur, qui sera pas forcément la star et le franchise player de l'équipe en termes de scoring, mais tout ce qu'on veut d'un meneur, il le possède. Je le trouve vraiment déjà hyper NBA ready, malgré sa petite taille, hein, je le répète, et il a une vraie volonté, je trouve, il a eu une vraie volonté en Summer League de faire ses preuves. C'est un mec, t'as l'impression de toute façon qu'il a toujours quelque chose à montrer, qu'il est toujours là pour prouver, et bravo à lui. J'espère vraiment qu'il aura du temps de jeu aux Kings, parce qu'il y a des Aaron Fox, il y a Tyrese Haliburton, il y a Buddy Hield sur les postes 1 et 2, et ça va être chaud, hein, de trouver du temps de jeu, et ce serait dommage qu'il n'en ait pas, tant ce qu'il peut apporter défensivement et aussi au shoot peut être incroyable. Et sa Summer League, elle était exceptionnelle, et je trouve que c'est mérité qu'il ait été MVP, enfin co-MVP de cette Summer League. Voilà pourquoi je n'ai aucun mal à le mettre au tier 1, et c'est le premier que je mets dans l'élite en jugeant cette Summer League. Alors voilà, évidemment vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, et c'est le jeu, et je comprends très bien, n'empêche que 68% qui le voient au tier 1, ça montre que vous me rejoignez, c'est plutôt bien. Je pense que pour ceux qui l'ont mis, les 32% qui l'ont mis au tier 2, de toute façon personne l'a mis en dessous du tier 2, et ça montre le niveau qu'il a atteint, hein, dans cette Summer League. Pour ces 32% là, il devait peut-être manquer de scoring, c'est sûr que mettre au tier 1 quelqu'un qui tourne à 11 points par match, ça peut paraître compliqué, et je l'entends, mais je tenais vraiment trop à cœur, ça me tenait trop à cœur, de mettre en valeur cette intelligence de jeu, cette adresse à 3 points, et surtout cet énorme impact défensif. Pour moi, Davion Mitchell, c'est l'élite. La suite avec Evan Mobley, drafté en numéro 3 par les Cleveland Cavaliers, qui a tourné à 11,3 points, qui a pris 7,7 rebonds, qui a fait 3 passes décisives de moyenne, 0,7 interceptions, 1,7 contre, 3,3 balles perdues par contre, et une adresse qui pique vraiment, 34,9% au tir, dont 12,5% à 3 points, et je ne cache pas que de ce côté-là, j'attendais mieux. Et ça montre que la Summer League pour Mobley a été quand même un petit peu compliquée. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est jamais facile de toute façon une ligue d'été quand t'es intérieur, parce que t'as tendance vraiment à regarder tes potes shooter et à toucher peu de ballons. Et ça a été un peu le cas pour Mobley, qui a eu une ligne de stats mine de rien assez discrète, et qui en plus de ça, et je pense qu'en plus c'est dans sa personnalité, s'est montré très partageur quand il avait la balle. Je trouve que plutôt que de forcer des shoots, malgré son adresse assez suspecte on va dire, il a quand même cherché à faire la bonne passe, et ça c'est tout à son honneur quand tu vois le manque de fond de jeu qu'il peut y avoir en Summer League et que tout le monde ne cherche pas à faire ça. Donc bravo, il s'est pas frustré, il a pas cherché à trop forcer, et tant mieux vu comment son shoot était absent. Donc ces pourcentages je les ai déjà donnés, hein, je le répète, 35% au tir dont 12% à 3 points, ça pique. Mais bon, il a montré quand même que même quand ses tirs ne rentraient pas, il pouvait être utile autrement. Il a mis quelques gros contres par exemple. Il a montré qu'en défense en plus, il pouvait vraiment switcher partout, qu'il était très mobile, même au périmètre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est, même si ses shoots sont pas rentrés, il a montré qu'il avait une belle panoplie sur certains flashs, qu'il pouvait mettre des paniers de plein de façons différentes, et tout ça c'est prometteur pour la suite. Faut juste que ça rentre maintenant un petit peu plus souvent. On peut pas dire qu'il a fait une bonne Summer League, parce que la plupart de ses shoots ne sont pas rentrés. Enfin, si, on peut dire qu'il a fait une bonne Summer League, mais de là à dire qu'elle était très bonne, je ne crois pas, et encore moins excellente. Il est prometteur, il a montré de bons flashs pour la suite, il a manqué de régularité, il a manqué de shoot, il a montré quand même qu'il pouvait peser d'autres façons, donc le tier 5 ce serait beaucoup trop sévère, mais c'est un tir fort, et il lui manquait quand même pas grand chose, il lui manquait que quelques shoots qui rentrent un peu plus à mon sens pour être au tier 3, mais ceux que j'ai mis au tier 3, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même réalisé une meilleure Summer League que Evan Mobley. Ok, le bilan. Encore une fois, vous êtes majoritairement d'accord avec moi, 50% des votants le voient au tir fort comme moi, mais moi qui me pensais peut-être sévère, peut-être qui avait l'impression de donner trop d'importance à ses shoots manqués, vu quand même tout ce qu'il apportait à côté, je vois que je l'ai pas été tant que ça, vu que vous êtes quand même 43% à le voir au tier 5, je pense que vous avez été déçus. Alors attention non plus à pas trop juger un joueur par rapport aux attentes qu'on avait, c'est vrai que par rapport aux attentes qu'on peut avoir d'un pick numéro 3 de la draft, il a été en dessous, mais je trouve quand même que tier 5 c'est trop sévère dans la mesure où même si ses shoots ne rentraient pas, il a fait de belles choses dans pas mal d'autres secteurs du jeu. J'espère que c'est pas mental son souci et qu'il arrivera à vraiment mettre ces shoots là et à trouver une vraie confiance, parce que, je le répète encore une fois, ça peut être un vrai joueur qui peut avoir un vrai impact en NBA dans le futur. En attendant, si on ne juge que sa Summer League, moi tir fort ça me paraît bien. On va parler de Moses Moody, je vais pas trop m'étaler sur lui, je vais pas le cacher, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, mais bon, on va quand même l'évoquer. Il a été drafté avec le pick numéro 14 par les Warriors. Il a fait
fait une Summer League à 16,2 points, 2,8 rebonds, une passe, 1,2 interceptions, 0,5 contre, 2 balles perdues, et des pourcentages intéressants de 44,4% au tir de manière globale et 37% à 3 points, ce qui est relativement propre. Et en fait, Moses Moody, c'est pour ça que je vais pas trop en parler, je trouve qu'il a juste confirmé ce que disaient tous les scouting reports à son arrivée en NBA. C'est un spécialiste du catch and shoot. Il joue très bien sans le ballon, il se démarque très bien, et il dégaine très vite, avec une adresse qui est plutôt bonne. Donc, en fait, quasiment tous ses points, il les met comme ça, et je trouve que, ok, il est très unidimensionnel, il fait pas grand chose de plus, mais c'est un fit qui est très intéressant pour les Warriors, notamment à côté d'un mec comme Curry. Après, voilà, sa défense, je vais pas non plus trop le critiquer parce qu'elle me semble correcte, mais sans plus, dans la moyenne. Et ce que je retiendrai avec Moses Moody, c'est que dans son rôle, il est très très bon. Il peut même exceller dans son rôle. Maintenant, son rôle est quand même assez limité. Vu que ça peut être un joueur de mission qui va apporter de belles choses, je ne mets pas au tier 5, mais c'est difficile de mettre un joueur aussi unidimensionnel plus haut que le tir fort. Maintenant, je ne doute pas que son fit aux Warriors va faire beaucoup de bien si Steve Kerr lui donne du temps de jeu, et ce sera sûrement difficile vu la profondeur qu'il y aura dans l'effectif. Bilan pour Moody, vous êtes 80% à être d'accord avec moi et le mettre au tir fort. Les 20% restants, vous l'avez un peu mis au-dessus, au tier 3. Pour moi, pour qu'il monte, il va vraiment falloir qu'il progresse en défense, qu'il utilise son envergure, comme on disait aussi avec le chat. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment sa marge de progression. Plus il sera impactant en défense, et plus il pourra monter au fur et à mesure dans les tiers. Le prochain qu'on évoque, c'est Trey Murphy III, qui a été drafté par les Pelicans avec le choix numéro 17. Une belle Summer League pour lui, 16,2 points, 7 rebonds, 2,8 passes, 1,8 interceptions, 0,2 contre, 0,8 balles perdues seulement, et surtout 55,8% au tir, donc 44% à 3 points, pardon, ce qui est assez exceptionnel. Alors exceptionnel non, mais ce qui est très bon. En fait, en plus de ça, il était dans une équipe des Pelicans qui a eu un bon niveau à Vegas, qui ont manqué leur place en finale de Summer League juste à cause d'une histoire de point average, et c'est dommage. En tout cas, si les Pels ont été si bons, ils peuvent grandement remercier Trey Murphy, qui m'a impressionné, et qui a grandement mérité, je pense, sa place en first team, vu l'impact qu'il avait dans la win de son équipe. En fait, Murphy, je trouve qu'il a eu une grosse contribution au point et au rebond. Il a été, comme je l'ai dit, ultra propre au tir aussi, même à longue distance. Il a même fait quelques passes. Pour tout ça, bravo. Il a une défense qui est correcte, même très correcte. Il suit bien son défenseur. Il a fait quelques styles et rien à dire là-dessus. C'est un vrai joueur de basket qui a des qualités naturelles, qui peut comprendre le jeu. Ça se voit qu'il a des fondamentaux, qui joue au basket depuis un petit moment et qui est efficace. Donc voilà. Après, je vais avoir quand même du mal à le surévaluer parce que c'est quand même pas une superstar pour moi. C'était peut-être le meilleur joueur des Pels dans la Summer League, mais ça reste, c'est quand même pas, enfin voilà, je le vois pas comme un franchise player, je le vois pas non plus assez leader. Par contre, en tant que role player dans le futur ou un joueur de rotation, je l'imagine parfaitement, mais pour moi, j'ai vraiment hésité entre le tier 2 et le tier 3 pour lui, mais quand je vois qui j'ai déjà au tier 3, j'ai du mal à dire que ce mec-là, par exemple, est plus efficace qu'un Cade Cunningham, qu'un Scottie Barnes ou qu'un Jonathan Kuminga. Donc tier 3 pour Trey Murphy, ça me semble bien, mais gros big up à sa Summer League. Parce que s'il y avait eu un tier 2,5, je pense, je l'aurais mis à ce niveau-là, en tout cas. Fin des votes pour Trey Murphy. Vous êtes 63% à me rejoindre sur le tier 3. Vous êtes 25% à le voir un petit peu plus haut, et 13%, enfin 25% du coup à le voir au tier 2 un peu plus haut, et 13% à le voir un peu plus bas au tier 4. Donc ça montre que le tier 3 me paraît assez cohérent. Je pense qu'il y aurait eu vraiment débat avec le tier 2, mais si globalement vous pensez que ça mérite un tier 3, moi ça finit de me convaincre sur la place que je lui ai donnée sur sa Summer League aujourd'hui. Allez, le prochain, c'est Eugène Omoruyi des Mavericks, qui n'a pas été drafté et qui a fait la Summer League sous le maillot de Dallas, qui a tourné à 14,8 points, 5,2 rebonds, 1,2 passes, 0,5 interceptions, 0,8 contre, 1,5 balles perdues, 55,3% au tir et un petit 12,5 à 3 points qui n'est pas ouf. Mais n'empêche que après Duarte, dont on a parlé tout à l'heure, je trouve que Omoruyi, c'est une autre bonne pioche qui est sortie d'Oregon, les Fighting Ducks. Sauf que lui, il n'a pas été drafté, et je trouve que pendant cette Summer League avec Dallas, il a vraiment fait de belles choses. Maintenant, c'est quand même un gars qui joue énormément à l'instinct, mais qui est super motivé, qui donne tout, et qui donne l'impression de se lancer des défis, de partir en mission. Et c'était le cas, par exemple, quand on l'a vu jouer face au sophomore des Sixers, Paul Reed, qui était un des meilleurs joueurs de la Summer League. Omoruyi, il a tout donné, et c'était beau à voir, ce match je l'ai vu en entier, et c'était vraiment cool de voir l'intensité que mettait Omoruyi, et aussi, face à Kimezie Metu, il est allé un peu trop loin en faisant une méga faute, parce que c'est quand même un joueur qui a
du mal à se canaliser et à limiter son intensité, à tel point que ça a fini en baston, il s'est pris une patate après par Metu. Mais voilà, j'aime beaucoup, en fait c'est cette intensité qui a fait que je l'ai mis dans les 30 aujourd'hui, et qui a fait que j'avais envie de parler de lui. Puis tourner mine de rien à 15 points et 5 rebonds, c'est valuable mine de rien. Donc après voilà, il a pas de talent particulier, mais il a une grosse envie, une volonté qui est contagieuse, ça lui a permis de signer un two-way contract avec Dallas, donc pour ça, bravo à ce petit Eugène Omoruyi sorti d'Oregon que personne n'attendait parce qu'il n'a pas été drafté et qui va potentiellement avoir sa chance en NBA. Maintenant, c'est sûrement pas assez gifté pour viser plus qu'un tier 5, sûrement pas assez talentueux pour viser au-dessus d'un tier 5, mais il est dans les 30 alors que personne ne l'imaginait là. Donc pour ça, franchement, déjà félicitations au bon vieux Eugène que je n'arrive pas à caler comme il faut. Ok, pour Omoruyi, vous êtes la moitié, soit 50%, à le voir comme moi au tier 5, mais comme je disais, il y en a d'autres qui ont l'air de bien aimer les gros guerriers, les gros warriors, qui font des grosses fautes et qui donnent tout sur un terrain, et voilà, hein, c'est ce que je disais, de toute façon, c'est ça qui lui a permis de signer avec Dallas. C'est pour ça que vous êtes quand même 38% à le voir au tier 4, et même 13% à le voir au tier 3. Donc même si ça me rejoint au tier 5, il y en a qui jugent sa Summer League au-dessus, je comprends que vous ayez été séduit par son envie, donc bravo à Omoruyi et à sa Summer League. La suite, avec Jeremiah Robinson Earl, qui a été drafté en 32 par OKC. Lui, il a fait une belle Summer League aussi, hein, parce qu'il a tourné à 12 points, 7,4 rebonds, 1,8 passes, 1,4 interceptions, 0,8 contre, 1,8 balles perdues, 50% au tir et 33,3% à 3 points. Je le cache pas, hein, il est issu de Villanova, ceux qui me connaissent savent que c'est la fac que je supporte en NCAA, et donc évidemment, vu que c'est le seul joueur de Nova qui a été drafté cette année, c'est un de mes chouchous, qui je trouve a montré des choses assez intéressantes. En fait, avec la blessure de Josh Giddey et le fait que Treman ait peu joué avec OKC, en fait, je pense que pour le Thunder, ça a été le meilleur rookie de la Summer League, quoi, tout simplement, parce que en plus de prendre des rebonds, et ça on savait qu'il savait faire, il a montré de vraies facultés pour mettre le ballon dans le panier, notamment dans le trafic. En fait, j'ai trouvé qu'il était solide, qu'il était costaud, qu'il avait une belle panoplie de moves et une bonne agressivité. Donc c'est un joueur solide, hein, comme je disais, qui peut jouer sur les postes 4 et 5. Je pense qu'il sera même utilisé au poste 5 en NBA, qui est intelligent en plus, comme la plupart des joueurs qui sortent de Nova. Bon, je sais que j'aime beaucoup cette fac et que je passe mon temps à les saucer, mais mine de rien, tous les joueurs, ou la plupart des joueurs qui sortent de là, arrivent en étant des vrais professionnels, et je pense que Jeremiah Robinson Earl ne changera pas cette tradition. Il est difficile à bouger en défense, donc quand il est bien planté, il arrive bien à défendre. Il a aussi du talent au tir, il a une belle mécanique, il peut écarter le jeu. Il semble tout avoir, tout ce qu'il faut pour devenir un poste 5 moderne en NBA. Peut-être qu'il peut manquer un peu de taille, mais il alternera entre le poste 4 et le poste 5. Je pense alors peut-être qu'il manque un peu de mobilité pour jouer au poste 4, et c'est ça qui pourra le handicaper. Mais poste 5, j'y crois, et surtout, en fait, je le trouve déjà très mature dans son jeu, et il l'a prouvé dans la Summer League. Pour un mec drafté au second tour, assuré comme ça, c'est bien. Et bon, ça va pas plus haut que le tir fort, mais tir fort pour moi ça me semble mérité pour Robinson Earl. Ok, pour ce qui est de Jeremiah Robinson Earl, vous êtes d'accord à 75% avec moi pour le tir fort, et 25% le voit en dessous au tir 5, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, parce que moi j'ai vraiment hésité entre le tir fort et le tir 5. Je me suis peut-être laissé un petit peu guider par mon cœur quand je l'ai mis au tir fort, mais tir 5, ce n'aurait pas été scandaleux. Donc là vraiment, on est complètement d'accord pour Robinson Earl. 75% tir fort, 25% tir 5, moi ça me convient parfaitement. Le prochain que l'on va aborder, c'est encore un joueur non drafté, un Français, Olivier Sarr, qui a évolué sous les couleurs des Grizzlies pendant la Summer League et qui a tourné à 10,8 points, 7 rebonds, 1,5 passes, 0,2 interceptions, 0,2 contre, 1,8 balles perdues, 69,9% au tir et 0% à 3 points, parce que ce n'est pas un mec qui écarte le jeu et qui shoot à 3 points. Et dans le rang des bonnes surprises et dans les joueurs non draftés, je me disais qu'il fallait bien mettre un Français. Je disais que je sélectionnais les 30 joueurs les plus intéressants desquels il fallait parler, et je ne me voyais pas me passer de Olivier Sarr, qui, après ses 4 ans de NCAA, entre Wake Forest et Kentucky, n'a pas été drafté. Pourtant, dans un rôle de pivot, certes un peu à l'ancienne, je le trouve très bon. En fait, il a très bien terminé, notamment sa Summer League, en terminant meilleur scoreur des Grizzlies sur un match à 18 points et 13 rebonds. Le match d'avant, il avait marqué 15 points, je crois que c'était contre les Bulls. Et voilà, il a montré quand même qu'il avait de la volonté et du talent. Ce que j'aime avec Olivier Sarr, c'est qu'il a beaucoup de moves au poste. Alors, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on est dans une NBA en 2021 qui joue beaucoup moins au poste. Il aurait sûrement beaucoup mieux convaincu et beaucoup mieux fité dans une NBA d'il y a quelques années. Mais peu importe, parce que ça, ces moves au poste, je trouve qu'ils peuvent être utiles, et c'est toujours très bien d'avoir un pivot qui peut créer et mettre ses points tout seul. Après, même si ça se voit pas dans les contres,
parce que c'est pas non plus le mec qui saute le plus haut. Il a une vraie présence au niveau de la largeur et au sol sous le cercle, et il peut apporter vraiment pas mal de choses en défense, parce que c'est un joueur intelligent qui est expérimenté, et qui sait se placer. En plus, ça s'est senti, hein, à Vegas, il était en mission, il voulait décrocher une invitation pour le training camp, et je pense que malgré ce profil, qui n'est pas forcément l'un des plus recherchés aujourd'hui, il la mérite son invitation, même si peut-être que son jeu ne sera pas assez adapté à la NBA moderne, parce que comme je disais, il va avoir du mal à switcher, il s'écarte pas forcément, et ouais, c'est un pivot qui joue beaucoup au poste. Mais c'est quand même un joueur dur, qui sait saisir les opportunités, qui peut aussi être utile sur pick and roll, et ça, dans la NBA moderne, ça marchera. Malgré toutes les autres réticences que je peux avoir, ou malgré les limites que je peux donner. Et voilà, quoi qu'il arrive, ce mec, il donnera tout, et c'est toujours bien d'avoir un pivot qui qui sera solide, qui pourra protéger la peinture à sa façon, et qui pourra toujours être présent pour les quelques minutes qu'il aurait de temps de jeu, rentrer en mission et faire tout ce que son coach attend. Donc Olivier Sarr, je voulais vraiment mettre en valeur sa très bonne Summer League. Trop difficile de le mettre plus haut que le tier 5, n'empêche qu'il est dans les 30, et encore une fois, pour un joueur non drafté, être dans les 30 meilleurs rookies, ou dans les 30 joueurs les plus intéressants à parler de cette Summer League, je trouve ça très bien. Ok, bilan pour Olivier Sarr, vous êtes 78% à me rejoindre pour le tier 5, bon très nombreux, hein, pour le tier 5. Par contre, ouais, c'est bien, vous êtes aussi 10% à le voir au tier 4, ça veut dire que ce qu'il a montré vous hype, et j'imagine que parce qu'il est français, mais on a même 6% qui le voient au tier 1, donc voilà, le patriotisme est toujours présent sur Twitch. Prochain joueur, Alperen Sengun, drafté en numéro 16 par les Houston Rockets, qui a fait une Summer League fort intéressante lui aussi, parce qu'il a tourné à 14,5 points, 11 rebonds, 2,8 passes, 1,2 interceptions, 3 contre, 2,5 balles perdues, 43% au tir, dont 37,5% à 3 points. Encore un intérieur qui a réussi à briller, alors que je le répète, la Summer League, généralement, c'est pas fait pour les intérieurs. Et là, je ne vais pas le cacher, Sengun m'a vraiment impressionné. Il était réputé, je vais pas le cacher non plus, je l'avais très peu vu jouer avant la Summer League, et de tout ce que j'avais lu sur lui, il était vraiment réputé comme un attaquant qui était un trou noir en défense. Et il m'a épaté, il m'a vraiment épaté, il m'a bluffé. J'ai trouvé très utile pour les Rockets dans cette Summer League, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de moves au poste, qu'il avait des mains, c'est des bijoux, il a d'excellentes mains, et surtout en plus de ça, il a une vraie faculté à s'écarter, à mettre dedans de loin. Donc tout ça, ça montre tout ce que j'avais lu sur ses qualités en attaque. Mais en fait, ce que je savais pas et que j'avais lu nulle part, c'est que c'était un super contreur. 3 blocs par match, hein, je rappelle. C'est le meilleur contreur de toute la Summer League, tout simplement. Donc ok, je sais bien, je le répète souvent, mettre des contres fait pas de toi un bon défenseur, n'empêche que mettre des contres peut faire de toi un protecteur de cercle, et ça, c'est quand même un vrai avantage dans la NBA moderne. Voilà, on a un Sengun qui dispose de toute une variété de qualités qui est hyper intéressante, qui n'est pas très mobile, c'est vrai, qui n'est pas très athlétique non plus, mais qui comprend le jeu, qui a de super mains, et qui anticipe. Il est tout simplement, parmi les big men, hein, il est tout simplement celui qui m'a le plus impressionné de cette Summer League. Je trouve ça trop anticipé, et trop, même si je suis très hypé, je vais pas le mettre dans l'élite, même si j'aurais pu y réfléchir, mais quand même, je ne mets pas dans l'élite. Manque de mobilité et de qualité athlétique pour ça. Par contre, sa Summer League était excellente, et un tier 2 me semble très bien pour ce bon vieux Alperen Sengun. Pour Alperen Sengun, vous êtes soit 63% à le voir comme moi au tier 2, vous êtes 19% à le voir plus haut au tier 1, mais 19% aussi à le voir plus bas au tier 3. Et là, je pense que ce qui fait la différence entre nos perceptions, c'est ses qualités défensives. Et moi, je suis un petit peu partagé, parce que c'est vrai que c'est un gros contreur, mais je trouve que c'est anticipé de dire pour le moment que c'est un gros défenseur. Il a un côté naïf, il saute encore beaucoup, il manque peut-être encore de mobilité et de capacité à switcher. Par contre, c'est vrai que c'est un gros contreur. Donc, pour moi, je sais pas, j'attends d'en voir encore plus avant de louer vraiment ses qualités en défense. Et c'est vrai que pour ceux qui favorisent les contres, je comprends qu'on le mette au tier 1. Pour ceux qui ont besoin de joueurs solides et pas naïfs, je comprends qu'on le mette au tier 3. Au final, tier 2, c'est le juste milieu. Et ça me va bien pour ce qui est de Sengun, qui mine de rien a fait une Summer League excellente de façon globale. Jalen Suggs, qui a joué avec le Magic, qui a été drafté par le Magic avec le pick numéro 5 de la dernière draft, qui a eu des stats assez intéressantes, de 15,3 points, 6,3 rebonds, 2,3 passes, 1,7 interceptions, 1 contre, 2,3 balles perdues, et une adresse au shoot correcte, sans plus, ouais, 41,5% au tir, et 35,7% à 3 points.
En gros, si je fais un bilan assez rapide de Jalen Suggs, il a fait ce que j'aime chez lui et que j'avais décrit dans la vidéo que j'avais faite à son sujet. C'est un joueur vraiment très discipliné, qui peut contrôler le jeu et se comporter en leader des deux côtés du terrain. C'est un mec qui est intelligent, qui est mature, qui est athlétique, et tout ça, pour moi, c'est le mix parfait pour un joueur qui présente son profil. Il arrive à reconnaître les mismatchs à chaque fois, il prend les décisions rapidement, il anticipe bien, enfin voilà, tout ça, c'est très fort. En Summer League, par contre, avec le Magic, je veux pas trop non plus m'emballer, parce que ça s'est senti qu'il a pas trop forcé. Ça l'a pas empêché de cocher toutes les cases, il a un peu tout fait, il a un peu montré toute sa panoplie, mais il a pas trop forcé son talent non plus. En même temps, Jalen Suggs, on le sait, c'est un joueur qui aime la compétition, qui aime les matchs à enjeu, et voilà, la Summer League, c'est pas trop ça. J'aurais aimé le voir distribuer un peu plus le jeu, parce qu'il en est capable. Là, il a pas trop cherché à jouer collectif non plus. Allez, 2,3 passes, c'est correct, hein, mais c'est pas digne d'un meneur comme Suggs, en tout cas, j'en attends plus d'un joueur comme lui. Maintenant, il m'a impressionné en défense aussi, il sait très bien faire parler son physique, des deux côtés du terrain, et j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut faire bien mieux, mais avec son côté leader, de toute façon, c'est un joueur qui sera fort intéressant en NBA, j'attends beaucoup de lui. Pour ce qui est de la Summer League, vu qu'il a pas trop forcé, c'est un peu comme Kate Cunningham, je le mets pas plus haut que le tier 3, mais j'ai pas de doute sur le fait qu'en NBA, s'il a un peu de temps de jeu à Orlando, il pourra faire de très belles choses. Et pour ce qui est de son avenir, c'est un des mecs en qui je crois le plus, parce que, je le répète, hein, il présente un vrai mix de qualité que j'aime beaucoup. Allez, c'est la fin pour Jalen Suggs, qui partage un peu plus. Vous êtes 57% à le voir comme moi au tier 3, et c'est vrai que je me suis senti un petit peu sévère avec Jalen Suggs, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est un vrai leader, hein, et que j'aime beaucoup, et qui a jamais peur de prendre ses responsabilités, qui sait saisir les opportunités. Et ça se voit que j'ai été un peu sévère, parce que vous êtes 36% à le voir au tier 2. Par contre, d'autres ont été encore plus sévères, vu qu'il y a 7% qui le voient au tier 4, personne ne le voit plus bas. Donc tier 3, ça me paraît bien, mais s'il y avait un tier 2,5, je pense que Jalen Suggs aurait pu mériter cet échelon-là. Globalement, mine de rien, on est assez d'accord, et ça fait plaisir de voir que nous sommes, encore une fois, plutôt d'accord pour ce qui est de Jalen Suggs. C'est l'heure de parler de Cam Thomas, qui a été drafté en numéro 27 par les Nets et qui, au niveau scoring, a tout pété, mais tout pété. 27 points par match pour lui. Bon, le reste des stats est moins ronflant, mais 27 points par match pour lui, avec 1,8 rebonds, 2 passes, 1,2 interceptions, 0,5 contre, 3,8 balles perdues, 42,3% au tir et 36% à 3 points. Donc c'est lui qui a été élu co-MVP avec Davion Mitchell, que j'ai mis en élite. Donc comme je le disais, quel scoreur c'est, il a fait péter tous les compteurs, et de loin ça a été le meilleur marqueur de la Summer League. Le mec, il a vraiment la gâchette facile, il a une confiance complètement incroyable. En plus de ça, quand je vois les tirs qu'il prend, je me dis que avoir des pourcentages de 42% au tir et 36% à 3 points, c'est assez exceptionnel vu la difficulté des tirs qu'il est capable de tenter. C'est un mec qui est super agressif, qui est ultra attiré vers le scoring, ultra attiré vers le cercle même, et une de ses grandes qualités, qui est très utile et qui je pense sera très utile aussi en NBA, c'est sa capacité à provoquer énormément de fautes, et en plus de ça, à mettre ses lancers francs. Et puis quand il est chaud, il a un côté unstoppable un peu, il a mis 36 points face aux Spurs, ce match-là, le mec était complètement sur un nuage, il touchait plus terre. Ensuite, il a mis des shoots, je crois qu'il en a mis 2, des shoots hyper clutch face aux Wizards, un pour décrocher la prolongation en mode step back et un game winner sur un pied. Enfin, c'est un truc de malade en termes de scoring. Cam Thomas, bravo à lui, il m'a épaté pendant cette Summer League, même si je connaissais son talent depuis la fac. Mais là, en Summer League, il a juste tout pété pour ce qui est des scoring. Quand tu veux des points, tu peux clairement lui faire confiance à n'importe quel moment du match. Il est capable d'avoir des moves de fou pour créer son tir, pour se créer de l'espace, et d'ailleurs, en plus de ça, il n'a pas besoin non plus de beaucoup d'espace pour dégainer, c'est balèze, son sens du panier est complètement incroyable. Bon, après, je m'enflamme énormément, parce que c'est un gros scoreur, c'est vraiment même un énorme scoreur, mais il fait quand même un peu que ça. Après, bon, on va pas non plus le critiquer, hein, c'est aussi le but premier du basket de mettre des points. Et puis il fait ça tellement bien, et c'est lui qui a le mieux fait ça de la Summer League, que je me voyais pas du tout le mettre ailleurs qu'au tier 1. Cam Thomas, il a tout pété dans cette Summer League. Il m'a impressionné par ce mental, par ses capacités à mettre la balle dans le panier. Donc gros GG à lui pour ce qu'il a fait dans cette Summer League. Même si ce sera difficile d'avoir autant de responsabilités que ce qu'il a eu dans cette Ligue d'été en saison avec les Nets. Donc peut-être qu'il devra apprendre à jouer autrement, et ça me pose question quand même pour la suite. Peut-être que, je sais pas ce que ça peut donner en fait un Cam Thomas qui a moins de responsabilités. Dans un profil de dynamiteur, peut-être qu'il peut exploser, on verra bien. Ok, je pensais que Cam Thomas au tier 1 ferait plus l'unanimité.
59% à être d'accord avec moi au tier 1. Après, personne ne le voit plus bas que le tier 2, donc 41% au tier 2. Et je comprends, ceux qui l'ont mis au tier 2, vous attendez sûrement de lui plus que du scoring. Et c'est vrai qu'il fait surtout que ça, mais moi je comprends, je comprends que ça suffise pas pour le mettre au tier 1, mais il est tellement bon dans le scoring, il a tellement peur de rien, il fait des quatrièmes cartons tellement ouf, il a ce côté clutch tellement dingue, cette mentalité agressive pour mettre des points, que ouais, non, j'y réfléchis, mais je me voyais pas le descendre au tier 2. Pour moi, Cam Thomas, c'est tier 1, mais je peux très bien comprendre que certains le mettent au tier 2 en tout cas. Allez, le dernier pour aujourd'hui, c'est Ziaire Williams, des Grizzlies, qui a été drafté avec le choix numéro 10, qui a fait une Summer League à 12,5 points, 5,2 rebonds, 1,2 passes, 0,8 interceptions, 0,2 contre, 1,5 balles perdues, et des pourcentages au shoot assez compliqués, vu qu'il a shooté à 38%, dont 20% à 3 points. Donc c'est avec lui qu'on va finir aujourd'hui, et je trouve qu'il a un talent pur qui est indéniable. Il a de vrais outils, une vraie envergure, et sur un terrain de basket, il peut faire beaucoup de choses. Maintenant, pendant cette Summer League, j'ai trouvé très handicapé par son shoot, parce que pas grand chose ne rentrait, et il y a eu pas mal de déchets de ce côté-là. Ça peut être très embêtant ça pour un pick 10. Donc il va falloir espérer que ça vienne avec les Grizzlies pendant la saison. Quand tu vois qu'il est capable de faire des perfs à 5 sur 18, dont 0 sur 6 à 3 points, ça peut faire un peu tâche. Mais après, ce qui rassure, c'est que sa sélection de shoot n'est pas mauvaise. Et ça, je trouve que c'est intéressant, mine de rien. Il se place bien, il casse pas le flow du jeu, c'est juste que là, ça a pas voulu rentrer. Et on le sait, pour un basketteur, il y a des phases où ça arrive. Donc je suis pas non plus trop pessimiste. C'est juste un peu déprimant de le voir rater comme ça quand il prend des bons shoots, mais le jour où ça rentrera, ça fera du bien à l'équipe, et il a pas non plus trop pénalisé la team à cause de son manque de shoot. Il a aussi, et ça je trouve que c'est important pour l'excuser, il a aussi beaucoup dû créer seul, et je me dis que peut-être qu'avec un bon playmaker qui le trouvera bien quand il faut, où il faut, ce sera mieux. Et voilà, si je l'ai quand même mis dans les 30 malgré cette grosse maladresse au tir, c'est que j'ai trouvé qu'il compensait bien en défense également. Donc je lui ai trouvé toutes les excuses que j'ai données juste avant, et la défense m'a plutôt intéressé, donc ce sera pas un lockdown non plus, mais je trouve qu'il a un bon état d'esprit, il est capable d'être agressif et de switcher un minimum. J'ai un peu peur sur son physique qui est un peu frêle, qui avait déjà eu du mal à faire la transition entre le lycée et la NCAA. Faudra voir ce que ça donne entre la NCAA et la NBA. Ça, c'est un petit peu craintif, mais il y a quand même des qualités. Même s'il y a beaucoup de choses à taffer, que j'espère qu'il va passer du temps à la salle de muscu et que ses shoots finiront par rentrer, ça fait beaucoup de si quand même, je pense qu'il y a quand même de vraies qualités et un vrai talent pour Ziaire Williams. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mes 30. Maintenant, je le vois pas plus haut que le tier 5. Donc voilà pourquoi je le mets là, et on va voir ce que vous en pensez. Ok, donc Ziaire Williams, vous êtes 73% comme moi à le voir au tier 5, et 27% à le voir plus haut au tier 4, donc vous avez sûrement été hypé par ses qualités, par sa polyvalence, et visiblement sa maladresse au shoot ne vous a pas dérangé. Donc voilà, je peux l'entendre aussi. Moi quand même, je trouve ça dur de le mettre avec les joueurs que j'ai mis au tier 4, et je le vois plutôt au même niveau que ceux que j'ai mis au tier 5. Effectivement, il va falloir voir mentalement aussi s'il peut progresser. Moi, j'ai peur que ce soit un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Pour l'instant, la confiance n'a pas l'air là. Il va falloir que, peut-être qu'avec un coaching mental et un bel encadrement en NBA, ça finira par percer. Mais pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de doutes pour lui. C'est pour ça que je l'ai mis au tier 5. Quoi qu'il en soit, on arrive au bout de ce live et on va finir là-dessus. Et moi, alors ça me donne un tableau avec lequel je suis plutôt satisfait. Donc voilà, bien sûr que c'est un tableau qui peut faire naître des débats, et j'espère qu'il y en aura encore. Il y en a déjà eu dans le chat, et j'espère qu'il y en aura encore, même quand je publierai le best-of sur YouTube. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous présenter tous ces rookies en fonction de la Summer League. Faut se rappeler, bien sûr, enfin bon, je l'ai déjà assez dit, on juge que sur la Summer League, bien évidemment, mais je trouve que voilà, là je regarde ce tableau, je suis en train de réfléchir à ce que j'aurais pu bouger. Bien sûr, il y a des choix, même moi, qui m'ont fait hésiter, mais je suis assez satisfait de ce bilan global, donc on terminera là-dessus, et puis j'espère que ça vous a plu. Alors ça vous a plu? Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes différents tiers? Je vous rappelle que ce n'est pas du tout un pari sur l'avenir, mais juste une photo au moment M sur seulement ce qu'ils ont fait pendant les ligues d'été. Et justement, c'est là que ça va être passionnant. Est-ce que ceux qui sont au tier 1 ou au tier 2 vont réussir à confirmer ou pas du tout? D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils vont confirmer ou non? C'est justement là que je vais trouver ça trop cool. Est-ce que selon vous, ceux que j'ai classés dans les tiers supérieurs vont avoir une belle carrière en NBA? Donnez-moi votre avis, lâchez-vous dans les commentaires.
commentaires, j'ai trop hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça, parce que moi je vous le cache pas, j'ai déjà mon petit avis, même si on en parlera sûrement dans des vidéos futures. Sinon vous le savez, faut bien que je vous le répète, cet été il y a tout plein d'affiliations, que ce soit avec les super casquettes de The Perfect Cap, que ce soit avec les chaussettes de back court ou les t-shirts magnifiques de Derby Ball. Pour tout ça, pour avoir des réductions et pour obtenir les codes promo, je vous donne rendez-vous dans la description, il y aura tout, faites-vous plaisir. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est comme ça qu'on aide une vidéo à se référencer. Et je vous préviens, tous ceux qui ne le feront pas, avec ma baguette magique, je ferai en sorte que le seul destin à partir de maintenant que vous réserve le basket soit en bout de banc en train d'éplucher des oranges. J'ai jamais épluché aussi facilement un orange. Ah, c'est bon! Bon après moi pas de soucis, hein, j'aime bien les oranges, hein, même si je préfère les ananas. Et enfin, avant de vous lâcher, la petite tradition, vous connaissez, pour le soutien ultime, c'est bien entendu encore et toujours sur Tipeee que ça se passe. Tous ceux qui m'aident chaque mois m'apportent un soutien phénoménal et je ne peux que les remercier. J'ai vraiment besoin de vous et c'est génial que vous soyez là. Si la chaîne a tant évolué depuis le début et qu'aujourd'hui je peux vivre de ma passion, c'est en grande partie grâce à vous. Alors gros big up, gros merci. À très vite.